Bienvenue, je suis Marie, je suis responsable du village Baïséa dans lequel on se trouve et on travaille avec, 3 enfin à 3, on est 3 dans l'équipe village avec, Hélène qui est ici et Raphaël qui sont là. Donc si à un moment vous avez besoin pour les rendez-vous de l'après-midi, il y en a certains qui ont des rendez-vous cet après-midi, bah, voilà, n'hésitez pas à venir voir l'un de nous 3. On est donc, ici dans une structure d'accompagnement dédiée, aux dirigeants d'entreprises innovantes. Notre métier, c'est de transmettre des compétences sur les sujets de passage à l'échelle de la vente, comment on pilote son commerce quand on veut grandir. Donc, les entreprises qui rentrent chez nous font déjà du chiffre d'affaires, mais après, il y a un enjeu effectivement d'atteindre la rentabilité, de faire tourner son business, etc. Donc, nous c'est notre métier d'accompagner les dirigeants là-dessus. On est une initiative du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, donc on est une SASU, enfin une filiale du Crédit Agricole. Et notre mission, c'est d'être utile au territoire et de soutenir effectivement les dirigeants et de leur apporter surtout de la valeur pour qu'ils puissent se transformer dans le temps. Donc ici, on est dans un endroit où on héberge une partie des entreprises qu'on accompagne, mais certaines viennent juste pour le parcours d'accompagnement qu'on déploie. Donc nous 3, les membres de l'équipe village. Peut-être 2 mots sur la genèse de cet événement. Alors, on est un campus business finance. Notre métier et notre enjeu, c'est de transmettre des savoirs effectivement aux dirigeants. Et on parle aussi des sujets bon, on parle des sujets de business bien sûr, mais on parle aussi des sujets de finance. Et il y a quelques mois, on faisait un événement avec Lisbeth, qui est notre correspondante start-up en région. Si vous ne la connaissez pas encore, il faut absolument aller la voir. On avait fait un événement sur gagne des points avec ton banquier. C'est que finalement, en tant que dirigeant, on ne se pose pas forcément la question de comment notre dossier est analysé et c'est quoi le métier du banquier, à qui il reporte, c'est quoi ses enjeux à lui. Et mieux on comprend les autres, plus on peut interagir avec eux. Donc, c'est une de nos missions aussi de transmettre ces savoirs-là. Et puis, en faisant cet événement-là, qui a plutôt pas mal plu, d'ailleurs, le replay est disponible sur notre chaîne YouTube, si vous voulez le consommer, à froid aussi, on s'est dit, bah, tiens, en fait, la Banque de France fait une étude tous les ans sur la situation financière des startups. Bah, ce serait peut-être bien, effectivement, d'en parler au village. Donc, ça a été le début de l'événement. Et puis, ensuite, on a échangé avec les services de l'État en région sur les sujets de France 2030 et aussi de tous les apports que l'État a auprès des dirigeants d'entreprises et des entreprises que des fois on méconnaît aussi. Il y a quelques supports avec lesquels vous pourrez repartir qui sont ici. Banque de France a sorti une plateforme Mes questions d'entrepreneurs où il y a énormément de contenus qui sont très digestes et faciles à s'approprier, de questions qu'on n'a peut-être pas forcément envie de poser aux banquiers en direct, mais qui permettent de comprendre des choses hyper importantes sur la vie de l'entreprise. Voilà, tous ces contenus-là, finalement, on ne sait pas qu'ils existent et pourtant ils existent et ils sont extrêmement pertinents, donc il faut les consommer. Donc finalement, on s'est dit, on va faire 2 événements en un. On va parler de la situation financière des startups vue par la Banque de France à l'échelle nationale, puis après on va voir ce qui se passe pour notre territoire. Et on va ouvrir aussi, côté service de l'État, qu'est-ce qui est accessible pour vous, les financements qui sont ouverts, comment ça fonctionne. Et du coup, je remercie encore beaucoup Maurice de la Banque de France et Ophélie des services de l'État en région d'être avec nous ce matin. Donc moi, je vais être là pour poser un peu des questions, rebondir. On veut que cet événement soit très interactif, donc vous levez la main en disant mais là moi j'ai une question prégnante maintenant, on arrête, on parle de ça, il n'y a pas de souci. On est vraiment là pour ça, on est plutôt en petit comité, donc sentez-vous libre d'interagir. Attendez juste par contre qu'un membre de l'équipe village vous donne le micro parce que sinon on n'entendra pas votre question. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Et puis du coup, je laisse la parole à Ophélie et Maurice pour se présenter déjà. Merci Marie. Donc Ophélie Katzer, moi je fais partie du service économique de l'État en région. C'est un service qui est intégré à une DRETS, donc anciennement la Directe. Je détaillerai un peu plus tout à l'heure parce que c'est quelquefois compliqué de savoir dans quelle partie de l'administration se situent les différents services, donc je le détaillerai. Et je suis rattachée directement au ministère de l'économie et des finances. Donc mon service, si vous voulez, c'est la porte d'entrée vers les services économiques de l'État. Voilà. Bonjour à toutes et tous, Maurice Worms. Tout d'abord, merci Marie de ton accueil, de ton invitation. Je suis ravi d'être ici au village Baïséa. Je suis correspondant national Startup. Je travaille à la direction des entreprises à la Banque de France, et donc en charge de déployer un programme de soutien aux startups que je présenterai tout à l'heure
également, et qui nous permet d'avoir une vue, je pense, de ce top 10% des startups parmi les plus avancées, de dresser un panorama de l'évolution de ces entreprises. J'ai le plaisir de vous présenter. Ah, j'ai la zapette, hein, d'accord. Mais c'est parfait alors. Ok, mais ça c'est, vous voyez, les slides vont aller vite, hein, ça c'est fait. Voilà, donc ce qu'on a voulu dresser, c'est un panorama de la situation financière des startups en s'appuyant sur les bases de données dont on dispose à la Banque de France. Donc permettez-moi quand même de donner un mot avant de faire un lien entre Banque de France et startup et pourquoi un dispositif de soutien. D'abord, la Banque de France est une institution financière au sein de l'eurosystème, donc notre métier, notre stratégie, elle se décline sur 3 axes qui sont la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l'économie. Donc vous connaissez tous ce qui concerne la stratégie monétaire parce qu'on parle inflation, on parle taux d'intérêt. La stabilité financière, peut-être un peu moins, mais enfin c'est suivi par nos collègues de l'autorité de contrôle. On s'assure de la qualité des crédits distribués et puis des crédits nécessaires au financement de l'économie. Donc ça, c'est un métier de banque centrale et nous profitons de notre ancrage territorial pour délivrer un certain nombre de services à l'économie, à la fois pour les particuliers, pour les entreprises et même pour les collectivités. Donc Philippe Billard nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Philippe Billard est le directeur de la Banque de France de Nice. Et donc c'est notre unité qui est en charge en fait de ces missions au service des particuliers, des entreprises. Et je peux citer pour ce qui est des particuliers, les commissions le surendettement des particuliers, les 200 000 ménages qui sont surendettés. Donc il faut bien qu'ils aillent quelque part. Voilà. Donc on s'occupe de ces sujets. Vous savez qu'on a une activité fiduciaire importante, hein, on fabrique et on distribue et on recycle les billets de banque. Donc ça, c'est un service à l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne payez pas vos billets, mais il y a bien quelqu'un qui s'occupe de les fabriquer, de les produire, de les distribuer. Et pour les entreprises, on a un sujet qui concerne la cotation, c'est-à-dire la qualité du crédit, et un programme d'accompagnement, je détaillerai aussi tout à l'heure, qui s'est déployé dès 2016 pour les TPE, 2019 pour les PME, et 2020 pour les startups. Voilà. Et donc, moi, je suis en charge de ce programme de soutien aux startups. Et donc, c'est à partir à la fois des informations qu'on a de cet ancrage dans les territoires et puis des missions qui sont les nôtres qu'on peut déployer ce type de mapping en fait qu'on a ici. Et donc, ce que vous avez là, mais il faut bien comprendre ce dont on va parler dans les chiffres qui viennent là. On va parler d'un sujet un peu spécifique qui est la cotation et qui traduit la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers. Alors nous, on fait ça parce qu'en fait, quand on est dans l'idée que si on vous demande de vous assurer que les crédits distribués sont des crédits qui seront remboursés, donc d'être le garant un petit peu de la qualité des encours de financement, les crédits dans l'économie, les banques déploient 1200 milliards d'euros d'encours. Donc, si elle les distribue à des entreprises qui sont en capacité de les rembourser, il n'y a pas de sujet, on continue de financer. Et donc, on porte ce regard là-dessus. Alors, on a un outil pour arriver à cet objectif de qualité qui s'appelle une cotation et qui traduit cette capacité de l'entrepreneur à honorer ses engagements financiers. On le fait pour 300 000 entreprises, on le fait pour en fait toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de, on va dire, 1 million d'euros. Et ça, en France, si vous dites combien d'entreprises qui font plus d'1 million d'euros, ben, il y en a 300 000. Voilà. Et ces 300 000 entreprises, on s'est posé la question, enfin, notre métier, c'est de dire, pour chacune d'entre elles, on va attribuer une cotation, c'est-à-dire, une cotation, c'est comme une note qui serait de dire, 19 sur 20, c'est bon, c'est excellent, tu peux rembourser. Et en fait, ça se traduit plutôt par une cote d'activité qui est une lettre qui dit la tranche de chiffre d'affaires, et puis une cote de crédit qui est un chiffre et qui donne l'amplitude dans ici du meilleur qui va sur des positions 1 jusqu'au plus dégradé, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc plus on descend, moins c'est bon. C'est un peu l'idée. Donc on met en place des équipes donc, dans
dans les 100 succursales, 102, puisque une succursale par département, on a des personnes qui sont au contact des entreprises, qui vont voir les entrepreneurs, qui discutent avec eux de ces sujets de cotation. C'est pour ça qu'effectivement, le sujet, vous êtes entrepreneur, vous vous demandez quelles informations la Banque de France a vous concernant. Vous avez un portail qu'on a mis en ligne depuis quelques mois maintenant, donc c'est assez récent. Et c'est vrai que c'était la volonté d'être beaucoup plus, enfin, d'être ouvert, d'avoir un dialogue constructif et permanent avec vous entrepreneurs. Une chose à savoir, c'est que dans ces 300 000 entreprises qui font plus d'1 million d'euros, on s'est posé la question de savoir comment on allait analyser des modèles un peu différents de ce qu'on avait l'habitude de voir, enfin de plus en plus en fait, qui étaient des modèles de croissance et qui étaient au départ des startups et qui sont devenus des scale-up. Donc on parle effectivement ici dans ce mapping, on parle du mot startup. On devrait peut-être parler de modèle de croissance de type startup, parce qu'effectivement, quand une startup fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou un peu plus, ce n'est pas une startup de l'année en fait, hein. C'est une startup en moyenne, hein, je crois que c'est écrit ici. Elles ont déjà dans cette publication 11 ans d'ancienneté. Ça surprend toujours un peu, mais il ne faut pas oublier que la French Tech a fêté ses 10 ans l'année dernière. Ce n'est pas étonnant que les entreprises, déjà, elles aient une dizaine d'années en moyenne, hein. Donc on a regardé quel était le profil de ces entreprises, c'est ce que je voudrais partager avec vous, comment elles se comportaient, quelles étaient les principales métriques au niveau du bilan. Et puis vous dire aussi que ce qu'on a fait, c'est que quand on s'est posé la question de ce modèle d'entreprise, de ce modèle de croissance, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on les analyse en tenant compte des spécificités de ce modèle de croissance. Parce que vous avez du très bon et du moins bon dans les bilans. Vous avez à la fois des fortes croissances de chiffre d'affaires, vous avez des pertes qui peuvent être lourdes ou récurrentes. Donc déjà, il y a deux éléments qui sont contre-intuitifs. Parce qu'en fait, financièrement parlant, si vous augmentez votre chiffre d'affaires en augmentant vos pertes, quelque part, on pourrait dire, mais tu cours à ta perte, quoi, quelque part. En vrai, c'est parce qu'on est dans une phase d'hypercroissance où on capte un marché, on investit fortement dans sa croissance, et il y a parfois des investisseurs qui m'ont dit, moi, les pertes, c'est un très bon indicateur pour mes VC, parce qu'eux, ils regardent si je délivre. Voilà. Alors ça, ça a peut-être un peu évolué. On va le voir aussi. Donc, vous avez de la croissance des chiffres d'affaires, vous avez des pertes, vous avez des fonds propres qui sont significatifs, notamment après qu'il y ait des levées de fonds, puisque c'est les primes d'émission qui sont aux capitaux. Et vous avez de la trésorerie. Donc, en fait, c'est quand même des choses qui sont des faisceaux d'indices qui nous amènent à dire ça, ces entreprises-là, on va les toper dans nos bases en disant que c'est des modèles de croissance, on va les analyser en tenant compte de critères qui sont un peu différents. Autrement dit, on ne va pas forcément analyser la rentabilité par rapport à la dette, ce qu'on fait classiquement. On va plutôt s'intéresser d'un modèle cash flow, plutôt on va passer sur un modèle cash burn, c'est-à-dire la consommation de trésorerie. Et donc, c'était notre pivot. Et une fois qu'on a fait ce travail pendant 3 ans pratiquement, hein, parce qu'on a mis en place ce programme en 2020, on communique un peu plus aujourd'hui, parce qu'on pense qu'on est arrivé à une phase où on peut plus facilement communiquer. On s'est aperçu que sur les 300 000 entreprises que la Banque de France cote, encore une fois dans l'ensemble du territoire avec ses analystes, hein, c'est un travail de terrain, hein, ce n'est pas un travail d'ordinateur, hein. On s'est aperçu qu'on avait identifié 2500 entreprises qui sont sur ces modèles de croissance. 2500 startups, si vous voulez. Ça veut dire 0,7%. Donc 2500, c'est important. Ça fait presque 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça emploie 110 000 personnes, donc c'est déjà un secteur significatif. Le chiffre intrinsèquement est important. Après, quand on le rapporte à la totalité, c'est moins de 1%. Et donc, on veut pouvoir aussi sensibiliser, parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans l'écosystème tech, dans l'écosystème startup, c'est des réseaux qui sont puissants, qui sont là vraiment pour soutenir, pour accompagner, pour délivrer. Mais en fait, c'est un réseau qui travaille dans sa verticale et qui doit s'ouvrir aux 99% de l'économie pour pouvoir effectivement développer des solutions. Alors, il le fait, mais voilà, ça reste encore une challenge, je pense, d'ouverture. Voilà. Donc, c'était un petit peu long, mais c'est évidemment, faut bien expliquer pourquoi on a développé ces programmes et pourquoi on s'intéresse à cette typologie d'entreprise. Et ce qui nous permet ensuite de dire, voilà, on a vu parmi les 300 000 entreprises, en gros, qui en France font plus d'1 million d'euros de CA, on a identifié près de 2500 startups. Et au moment où on fait l'étude, c'est-à-dire au moment où on dit, on fait un cut dans la base, on dit, tiens, c'est le 10 juin, ce serait bien qu'on regarde. On a plus de 80% des bilans, donc on a un taux de significativité.
est robuste. Et voilà. Donc là, on a 2300 sociétés d'études. Et effectivement, il y a eu un deuxième critère. On en a rajouté quelques-unes dès lors qu'elles avaient fait une levée de fonds de plus de 3 millions. Donc on a des boîtes qui ne sont pas au niveau de chiffre d'affaires, mais comme il y a des critères de levée de fonds et qu'on avait le bilan, on les a rajoutés pour voir comment elles se comportent. Donc c'est pour ces deux raisons-là. Et ce qu'on voit dans la carte de France, enfin ce qui ne vous a pas échappé, c'est qu'on a une très forte concentration en Île-de-France, plus spécifiquement à Paris d'ailleurs. Quand on regarde le focus Île-de-France, c'est très concentré sur Paris intramuros. Il y a plus d'un millier de startups et ça veut donc dire que l'autre moitié pratiquement est partout dans les territoires. Et dans les territoires, on a la région, vous voyez, on le regardera tout à l'heure, hein, PACA, on fera un petit focus sur ce qui se passe ici. Mais il y a des territoires qui sont comme Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, non, c'est PACA. Voilà, il y a des dynamiques en fait de l'innovation qu'on va retrouver ici sur cette étude. En tout cas, ça a permis de l'objectiver. Donc maintenant, quand je vais vous parler, quand je dirais le mot startup, ce n'est pas la société qui a été créée il y a 6 mois qui ne fait pas de chiffre d'affaires en fait, hein, parce que ça, on ne sait pas l'identifier. D'abord, tant qu'on n'a pas un bilan, on ne sait pas en parler. Par contre, voilà, quand on en a un, on va pouvoir donner des éléments chiffrés. Peut-être un petit rappel d'abord, parce que faut bien comprendre que quand on va collecter 2300 bilans, donc il faut comprendre que vous avez un fichier dans lequel vous avez compilé les 2300 sociétés, vous les classez, vous les triez, etc. Les variations qu'on va observer, il faut rappeler le contexte. C'est-à-dire que le contexte de la tech en France, ça a été 10 années pratiquement de levée de fonds, un cycle de levée de fonds ininterrompu, enfin, qui était ininterrompu hein, jusqu'en 2022, qui était l'année où la tech en France élève 13,5 milliards d'euros. Vous vous souvenez peut-être que 2021 et début 2022, il y avait des semaines où on annonçait de nouvelles licornes, start-up valorisées plus d'1 milliard de dollars pour le coup, presque toutes les semaines. Hein, donc, voilà, il pleuvait des licornes. Et évidemment, il y a eu un changement, on peut même dire de cycle, mais peut-être de paradigme. Et ça aussi, on va le voir dans l'étude. Donc, sur temps long, en fait, on n'est pas revenu en arrière, mais si on vient en arrière, on était à 800 000 euros il y a 10 ans, en fait. Donc, déjà, il y a eu un chemin quand même qui est super intéressant, c'est que quand vous faites plus de 10 milliards, vous devenez visible. C'est-à-dire que la France, elle est devenue visible sur le mapping international parmi les sociétés qui comptent. Sur un classement récent, elle est 8e sur le rang mondial. 8e, c'est bien. Après, quand on regarde les montants levés en France par rapport aux États-Unis, on dit ah oui, c'est un 8e, mais le premier, quand même, il est loin devant. Cela étant, il y a eu le trend de rattrapage était quand même intéressant. Et en Europe, derrière le Royaume-Uni, qui lève régulièrement 2 à 3 fois plus de ce que se fait en France, mais le trend est intéressant. Il y a l'Allemagne et la France. Donc il y a toujours ce podium hein, qui est ici. Et donc là, c'est vrai que les fonds, ils vont s'orienter vers assez régulièrement sur ces 3 pays qui sont un peu en tête au niveau des fonds en Europe. Donc nous, on a collecté 2300 bilans arrêtés à décembre 2023, enfin essentiellement, parce que la très grande majorité des sociétés de notre étude s'arrêtent à décembre, donc on peut parler de l'année 2023 en fait. Au moment où, vous le voyez, on est plutôt sur une base de 8,2 millions d'euros de fonds levés, donc on a entendu des choses comme arrêt des levées de fonds, changement des intérêts des investisseurs, etc. Alors, peut-être pas arrêt des levées de fonds, parce qu'il y a quand même 8,2 milliards, donc c'est quand même pas un arrêt, mais c'est vrai que c'est une rupture de presque 40%. Et ce qui s'est passé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une rupture sur les tickets de fonds, sur les levées de fonds de plus de 100 millions d'euros, en fait. Et c'est ce qui a fait le différentiel. Parce qu'en nombre d'opérations, vous avez le chiffre en haut, là, le 700 et quelques, 715, par rapport à 735. Donc finalement, c'est pas un écart. Non, ça a même progressé sur les levées de fonds de moins de 10 millions d'euros. Là, on ne l'a pas trop vu, c'est passé sous les radars. Parce que ce qu'on voit, c'est ce qui est impactant, ce qui peut être visible. Et donc, ce dont on a parlé, c'est des levées de fonds de plus de 100 millions qui n'avaient pas lieu. Parce que si vous mettez
les 20 qui manquent là et que vous mettez des levées de fonds à 500 millions chacun, c'est bon, vous faites le gap, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est un peu ça la rupture. Voilà. Donc en bas d'échelle, les 0 à 10 millions d'euros, ça continue. Et ça ne s'est pas arrêté depuis. Voilà. Donc il y a quand même une dynamique de fond. Après, c'est un sujet, derrière cette baisse ici, il y a eu effectivement, vous le savez, l'évolution des taux d'intérêt, des remontées assez rapides de taux d'intérêt qui ont engagé les investisseurs à faire des réallocations dans leur choix d'actifs sur des produits qui sont peut-être moins risqués et tout aussi rentables. Voilà, donc déjà. Et puis, de fait, il y a eu aussi un sujet de valorisation dans ces startups. Ça fait que quand elles sont moins valorisées, ben, elles sont moins financées. Donc, en fait, la courbe des financements, il faut aussi l'analyser avec ça. Et nous, on s'est dit, donc, pour revenir sur 2023 et les chiffres qui vont suivre, quelle va être la physionomie de l'activité de ces entreprises? Est-ce que parce qu'on a une rupture du financement, on va avoir une rupture de la croissance? Est-ce qu'on va avoir un désinvestissement? Est-ce que voilà, les métriques autres que celles de la levée de fonds, elles vont être impactées et dans quelle mesure? Et donc, on était assez curieux de voir ce que ça pouvait donner, de pouvoir l'objectiver. Peut-être aussi pour se rassurer sur le fait que la levée de fonds, c'est bien, mais ce n'est pas le seul critère hein, de jugement de la dynamique d'un secteur. On est un, il n'est pas négligé du tout, et ce n'est pas le seul. Et c'est ce qu'on a voulu dresser. Ça, on en parlera tout à l'heure, un petit peu plus tard, hein, 2024. Alors, les principaux éléments chiffrés, vous les avez ici. Donc, c'est 2300 bilans. Quand on prend la totalité des chiffres d'affaires et qu'on les additionne, on arrive à quelque chose comme 24,6 milliards d'euros. 24,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est aussi un chiffre d'affaires voilà, qui est en progression de presque 20%. Donc, c'est plutôt positif, ça, quand même. Hein. Alors, quand on est en progression de 19,6, parce que c'est 19,6, presque 20, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand même, on continue de se développer, on capte du marché. La solution que vous vendez, elle intéresse, hein, parce que c'est vraiment la mesure intérêt. Ça veut dire aussi que on est 5 fois plus haut, entre 4 et 5 fois plus haut en taux de progression que les PME, les TPE, si on compare sur ces populations d'entreprises. On a vu que le taux de progression, le taux de croissance du chiffre d'affaires des TPME, c'était entre 5 et 5,2. Donc retenez 5, qu'on va comparer pratiquement à 20. Donc on est sur un x4. L'année d'avant, sur les bilans 2022 et par rapport à 2021, si on regardait un taux de variation, on était sur du plus 30 pour les startups, quand les entreprises de l'économie faisaient plus 12. Plus 12, ça paraît beaucoup, mais souvenez-vous, on avait un effet d'inflation, on avait 7 points d'inflation dedans. Donc, vous faites 12 et vous redressez de l'inflation, vous revenez sur 5, qui est un peu un taux de croissance organique presque de ces entreprises. Et ben, c'est pareil, 30, vous sortez les 7 et on revient sur une base de 20-25. Je pense que c'est ça. Et le 25%, c'est ce qu'on avait perçu en taux de progression de chiffre d'affaires des startups post-Covid, en fait. Donc, c'est des sociétés qui sont sur un trend de croissance à 20-25, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus importante que celle des PME. Voilà. Si vous faites la moyenne, parce que je vous ai dit 2300 et 24,25 milliards, vous vous dites, tiens, ces startups, elles font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, vous vous dites, oula, vous êtes à Nice, pas loin, vous vous dites, j'en connais pas beaucoup. Donc, c'est normal parce que c'est une moyenne. Si je vous parle de la valeur médiane, on est à 3,5 millions d'euros. Le premier quartile, on est à 1,5. Le troisième quartile, on est à 8,5. Mais le premier centile, que le top 1%, voilà, c'est des boîtes en moyenne, elles font 250 millions d'euros. Donc là, on est arrivé, le dernier trend, là, c'est vraiment des ETI. Voilà, donc là, on y est arrivé. Et l'idée suprême, c'est que dans ce dernier décile, enfin centile, pardon, on a des boîtes qui s'introduisent en bourse et puis qui deviennent des géants mondiaux. Hein. Évidemment, c'est toute l'ambition. Hein. Voilà. On n'y est pas encore. Pas encore. Voilà. Mais le trend, la courbe, elle est vraiment comme ça. C'est pour ça que les moyennes, elles masquent énormément de disparités. On va le voir tout à l'heure sur la répartition en moyenne des chiffres d'affaires par secteur. Voilà.
Évidemment, je vous ai dit, c'est des startups, donc elles se financent plus par leur levée de fonds et puis par la trésorerie que par leurs propres revenus. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de revenus, parce qu'il y a du chiffre d'affaires, donc il y a des marges. Hein. Mais elles sont en perte de pratiquement 5 milliards d'euros. Avec une précision, c'est qu'on a un tiers des startups qui ont atteint leur seuil de rentabilité et donc 2 tiers qui sont rentables. Les deux tiers qui sont en perte. Donc le tiers des startups qui est rentable, ce n'est pas des rentabilités extrêmement élevées, c'est des rentabilités à l'équilibre. Il y en a quelques-unes qui ont de très bons niveaux de marge, si vous voulez, mais ce n'est pas la majorité quand même de nos observations. Voilà, donc premier constat, forte progression de chiffre d'affaires, stabilité des pertes. Parce qu'en fait, on a quelque chose qui est tout à fait étal. On n'a pas eu un creusement des pertes. Vous avez aussi, dans le même temps, sur la partie de la trésorerie, vous avez quelque chose où la trésorerie est stabilisée. Et on a même des capitaux propres qui se renforcent. Donc ça veut dire que ça veut dire que les entrepreneurs, ils n'ont pas attendu qu'on publie une étude pour comprendre qu'il y avait un changement de vent et que la ressource principale, c'était leur trésorerie et qu'ils ont tout fait pour la préserver. C'est logique parce qu'en fait, ils se développent qu'avec ça. Et donc, en fait, ils ont tout fait pour préserver, limiter les pertes quelque part. Parce qu'en fait, normalement, quand on progresse de 20%, on aurait pu s'attendre à ce que les pertes se soient creusées, puisqu'on est dans un schéma assez offensif, ce qui n'a pas été le cas. Donc, ils ont continué Enfin, il y a eu je pense qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Il y a eu un certain nombre de stratégies. Il faut imaginer que pour un dirigeant de start-up, en fait, l'indicateur qu'il faut regarder là, quand on conduit sa start-up, c'est la jauge d'essence. Hein. Ce n'est pas le compteur de vitesse, hein, parce que là, la jauge d'essence, c'est ce qui fait que on se dit jusqu'où je vais avec ce qui me reste de trésorerie, où est-ce que je dois alléger la structure, changer de route, etc. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu l'idée que c'était plus long de faire des levées de fonds, moi je pense, et qu'il fallait préserver à la fois sa trésorerie, mais sans lâcher à la croissance. Ce qui nous amène à penser qu'on a affaire à des dirigeants qui sont quand même qui connaissent très bien les enjeux de leur secteur, les difficultés qu'il peut y avoir et qui sont très agiles en fait. Hein. Ces dirigeants de start-up, en moyenne d'âge, ils ont 47 ans. Ça peut surprendre parce qu'on a tous l'impression que c'est voilà, tennis, jean, enfin c'est pas gênant de se mettre un tennis et un jean, mais vous voyez, c'est l'image du start-upper qui est comme ça. Il y en a, mais enfin en moyenne, voilà, il faut savoir qu'ils ont 47 ans. C'est souvent des serial entrepreneurs aussi. Hein. C'est pas, on n'est pas start-upper à 1 million d'euros et à lever des levées de fonds à 10 comme ça du premier coup. Quoi. Voilà. Et quand il y a de belles histoires, alors ça arrive, hein, mais il y a toujours une bonne raison. D'accord? C'est des gens qui sont accompagnés par, c'est des gens qui sont suivis d'eux. Enfin, je veux dire, il y a. Voilà. Deux autres points qui sont ici, c'est vous avez les dettes bancaires. Je voulais quand même souligner que les banques accompagnent hein, les startups. Alors peut-être dans leur croissance, parce qu'il y a aussi des besoins financiers, des besoins fondamentaux aussi dans certains. Alors elles les accompagnent en démarrage. Alors on est plus sur des phases d'incubation, premier point, etc. Elles les accompagnent aussi en financement donc de cycle d'exploitation. Vous voyez, ça a même progressé. Si elles n'avaient pas continué d'accompagner, ça aurait diminué puisque la dette s'amortit et donc on aurait eu 30% de moins à peu près. Il y a du PGE là-dedans. Hein. Voilà, on a envoyé la facture, elle est réglée dans la grande majorité des cas. Il y a bien quelques cas, mais ils sont assez rares en fait, même au niveau national, sur le remboursement, l'amortissement. Et il y a eu des bridges, c'est-à-dire des ponts de financement. Effectivement, là, ça a progressé. Le taux de variation est important. Le montant, il apparaît assez faible, mais enfin, c'est quand même un peu plus d'1 milliard d'euros. Je crois que c'est 1,4 milliard ici d'émissions. Alors, c'est de l'obligataire, hein, souvent, puisqu'il peut se transformer soit en capital, soit en dette. C'est un peu hybride. Ça concerne peu d'entreprises. Il y en a 10% qui sont concernées de start-up. Mais quand elles sont concernées, c'est des montants qui sont assez significatifs. Donc là aussi, c'est une mesure du soutien et qui va pouvoir permettre de renforcer la trésorerie ici. Et puis quelques éléments qu'on a dû noter là.
Après, on peut mesurer ça en taux d'exportation, en taux de capitaux propres ou en taux d'endettement. 40% de taux de capitaux propres, c'est bon, hein. Et le taux d'endettement 32, c'est très bien. En fait, mais c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur médiane, elle tomberait à 20%, ce qui veut dire qu'il y a des sociétés qui ont eu de très grosses levées de fonds. Ça arrange tout le monde dans les chiffres. Donc justement, les écarts à la moyenne, je voulais vous en parler sur une colonne. Bon, on les a toutes, mais pas tout. Sur la partie, justement de progression, là, vous avez à la fois, vous avez deux choses dans chacune des colonnes. On va regarder un élément. Vous avez le montant de chiffre d'affaires réalisé dans un secteur et le taux de variation des chiffres d'affaires. Donc, ce que vous voyez, c'est que dans les startups qu'on a classées, qui sont à la fois dans les sujets d'énergie et d'environnement, ouais, c'est à peu près, oui, c'est lisible. Voilà, on comprend que le 19%, les startups de l'énergie et de l'environnement, elles font un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros et elles ont une progression de leur chiffre d'affaires de 27%. Donc, vous décalez un petit peu la colonne, hein, parce que ça s'est décentré entre Paris et Nice, mais voilà. Donc, vous avez ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est quels sont les secteurs dans lesquels on a les plus forts taux de variation, c'est-à-dire ceux quelque part qui ont le plus, dont la solution est en train de se développer, le plus que d'autres, hein. Vous avez pas mal derrière ça de startups, on va dire, à impact, tout ce qui participe aux solutions de décarbonation. C'est assez encourageant à observer. L'énergie, l'environnement, vous retrouvez également les secteurs de la mobilité. La mobilité, vous voyez, le 1,5 milliard, c'est quand même plus 39. C'est donc le secteur dans lequel on a ça. Alors, c'est vrai que derrière ça, il y a eu des levées de fonds. Quand on parle de décarbonation, il y a beaucoup de tout ce qui est solutions électriques là-dedans. Les batteries comprises. Un petit truc assuré, pardon, une colonne assurée, c'est les fintech. Euh, on n'a pas la totalité des startups de la fintech. En fait, elles ont une spécificité, les fintech, c'est qu'elles adressent le milieu de la banque et que quand elles ont un agrément, c'est-à-dire quand elles arrivent à une certaine taille et qu'elles se développent, qu'elles ont un agrément bancaire, de fait, nous, on n'a plus les bilans. Enfin, nous, c'est plus notre métier d'analyser le crédit de sociétés financières. C'est d'autres personnes qui le font. On le fait. Mais on le fait à la CPR, on ne le fait pas à la Banque de France. Oh, excusez-moi pour la petite subtilité, mais c'est juste pour indiquer que c'est pour ça que ces sociétés-là, je pense que la taille de la colonne n'est pas bonne et le taux de variation non plus. Mais en même temps, donc ça traduit les plus jeunes en fait, ou peut-être les moins avancés. Donc voilà, donc vous avez tout ça, c'est ça un petit peu les startups. Donc on voit quand même que tout le monde est en taux de progression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur qui en baisse. C'est pas systématiquement le cas. Évidemment, post-Covid, tout ce qui était lié, tous les secteurs du tourisme, c'était colonne, elle descendait jusqu'en bas du graphique, hein, évidemment, donc ça c'était compliqué, donc c'est pas le cas. Mais il y a au moins entre 5 et 40% de taux de variation, et la moyenne, elle est à 19,6. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est souvent ça les amplitudes de la moyenne qu'on a pu relever ici. Ça nous amène à penser que dans la tech, on a un peu ce qu'on a appelé un changement de paradigme. Il s'est passé deux choses à peu près en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, il y a eu une baisse des levées de fonds consécutive à des hausses de taux d'intérêt. Et en même temps, les investisseurs, ils ont fait des choix dans un certain nombre de secteurs qui sont souvent liés soit à une technologie qui est l'IA générative, soit à des startups qui proposent des solutions dans tout ce qui peut être, on va dire, à impact. Et donc, on va retrouver là-dedans tout ce qui est lié à la décarbonation, très clairement, les startups de la santé aussi. Et quand on regarde l'évolution des levées de fonds jusqu'au troisième trimestre 2024, le podium reste le même. Les plus forts taux de progression sont sur l'IA générative. Il faut dire que là, c'est en 2024, c'est des levées de fonds à 500 millions d'euros, donc ça fait vite ça. Et quand on fait 500 millions d'euros en France, on fait 6 milliards aux États-Unis. Voilà, donc on est toujours un peu. Mais enfin bon, on est quand même sur le radar des acteurs qui comptent.
Et je pense qu'en 2005, Paris aura une place sur ces sujets IA. Enfin, je dis Paris parce qu'il va y avoir un hub et puis un événement en février. Euh, donc, ce qu'on voit aussi, c'est que les taux de progression sur les secteurs qui sont les plus matures, quelque part, parce qu'il n'y a pas l'ancienneté de ces secteurs, je pense à tout ce qui est marketing digital ou e-commerce, marketplace, en fait. C'est fait, ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel de ce qui était à faire dans ces activités-là a été fait. Parce que ça fait 10 ans qu'il y a des startups qui travaillent là-dessus, à proposer des solutions de vente en ligne, de digitalisation, etc. Alors, tout le monde n'y est pas passé, mais enfin, il y en a quand même beaucoup qui ont intégré ce type de solution. Si bien que les taux de croissance sont un petit peu moins forts, et ce qui nous amène à penser que, je vous disais, en même temps qu'il y a eu baisse des levées de fonds, il y a eu des réallocations vers des secteurs. Et donc, on vit le deuxième temps de la tech. Le deuxième temps de la tech, la nouvelle révolution de la tech qui va être poussée par la technologie de l'IA générative et en même temps la recherche de solutions qui participeront à la transition. Et en tout cas, c'est ce qu'on observe par les levées de fonds et puis ce qu'on observe aussi dans les taux de variation. Voilà. Alors, vous avez eu le mapping au niveau national. J'espère que vous avez les chiffres en tête parce qu'on va les reproduire, on va reprendre les mêmes sur la région PACA en se disant, tiens, est-ce qu'il y a des différences? Quelle est la position de la région? Voilà. Alors, la région PACA, donc c'est 153 startups, je crois. On avait vu ça au niveau national. Donc, elles sont où? Elles sont, ben, vous voyez, elles sont assez concentrées. Mais ça, c'est révélateur, je veux dire, c'est très régulier. Hein. Nous, quand on a mis un réseau, quand on a déployé un réseau de correspondants start-up, on l'a fait, on a regardé où était la French Tech qui avait elle-même mis des capitales. Et généralement, c'est dans des agglomérations de plus d'1 million d'habitants, parce que pour qu'il y ait start-up, une espèce de terreau favorable hein, qui part de l'enseignement, la recherche, les études supérieures, les incubateurs, les réseaux de financement, voilà. Et ça, ça quand je dis ça, peut-être que vous retrouvez aussi une certaine logique dans ce graphique. Donc voilà, donc la région avec les lieux où ça se situe. Et puis, alors quand on a fait le PowerPoint, c'était encore à l'époque des JO, donc je salue le stagiaire qui l'a fait, Raphaël. Il n'en a pas, mais voilà, il m'a dit ouais, je veux absolument. Je dis vas-y. Donc vous avez ce qu'on a pu relever quand on parle de 153 startups, ça veut dire que c'est la 4e région en nombre de startups. Ça veut dire que ça représente 7%. Donc quand on prend en poids ici de système tech et ces sociétés, elles réalisent un chiffre d'affaires de 1,2 milliard. Et c'est presque 6 000 emplois. Et alors là aussi, le chiffre d'affaires moyen, c'est comme tout à l'heure, hein, au niveau national, c'est 10, la moyenne, là, c'est 8. Et effectivement, il y a des très grandes fluctuations. Je pense que si je vous disais, si on revenait sur un chiffre d'affaires qui, lui, pour le médian à 2 millions, 2,5 millions, ça vous parle peut-être plus. Donc ça, c'est ce qu'on a vu ici. Et par secteur, si on regarde PACA, puisque sur un petit peu sur le podium, en nombre d'entreprises, on est sur les sujets énergie, suivi de la santé et puis des startups du software, data, IA. Et par effectif, par contre, c'est la santé qui prend dans le podium, c'est presque 1000 personnes. Alors quand je parle d'effectifs, c'est de l'emploi direct, c'est-à-dire que nous, l'information qu'on a, c'est dans les liasses fiscales. Et vous savez, quand vous faites votre bilan, vous déclarez les effectifs de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il y a, c'est au moins ça c'est sûr, et c'est forcément plus. Parce qu'il y a tout ce qui est freelance, tout ce qui est externalisé. Hein. Voilà. Et puis ensuite, vous avez les secteurs de l'énergie qui reviennent et de la data. Donc c'est les mêmes, mais pas dans le même ordre. J'avais pris quelques éléments parce que j'ai regardé sur. Je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que ça donnera, qu'est-ce que ça donnerait
si on parle des startups sur Nice par rapport à ça. Euh, En fait, le chiffre d'affaires cumulé des startups de Nice, c'est 366 millions d'euros et c'est 2000 emplois. Donc, 366 par rapport à 1,2 et 2000 par rapport à ici. Donc, c'est assez générateur en termes d'emploi. Alors, on peut parler d'un tiers, même un peu plus, alors que en termes de chiffre d'affaires, c'est plutôt un quart. Et ça, dès que c'est des... Voilà. Donc, on a peut-être un profil d'entreprise pas forcément un petit peu jeune, si vous voulez, mais c'est des entreprises dans lesquelles il n'y a pas encore le niveau d'activité, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de croissance quelque part. Ça recèle une richesse directement. Euh, J'avais peut-être regardé d'autres éléments. Ouais, en termes, j'ai regardé les capitaux propres, la trésorerie, bon, ça va. Enfin, je dirais que c'est les mêmes, on a les mêmes métriques que celles qu'on a pu relever. Il n'y a pas de décrochage là-dessus non plus. Voilà. Après, par secteur, c'est pas très pertinent parce que il suffit de la société qui tire le truc et c'est pas, je n'en parle pas davantage. Voilà. Et ben, je pense qu'on arrive au bout de ça. Euh, Voilà, donc je reprends les éléments qui sont ici sur la région. Donc le chiffre d'affaires, lui, progresse de 14 versus, vous vous souvenez, hein, c'est presque 20 au niveau national. On a un petit cran de retrait. Par contre, les capitaux propres continuent de progresser. La trésorerie est stable. On a un peu la même logique. Hein. Propre, trésorerie, quelque chose qui s'est stabilisé. Voilà, par contre, il y a eu un travail là, plus important. Quelque part, on a plus freiné les pertes et en même temps, on a aussi le chiffre d'affaires qui a moins progressé. Ce qui est assez bien vu d'un point de vue de la gestion, parce que si vous voyez que vous développez moins votre solution, vous avez intérêt à freiner vos pertes, hein, parce que sinon, vous allez dans le mur, quoi. Donc ça, c'est peut-être un petit peu le reflet de positionnement des startups PACA qui restent soutenus hein, plus que les startups du national. Là, quand on regarde le poids des dettes par rapport aux capitaux propres, donc les taux qu'on a ici, vous vous souvenez tout à l'heure, je parlais de 30%, de 32%, je crois, de taux d'endettement. Là, on est à 56%, avec des capitaux propres qui sont 34 et un taux d'exportation qui est un petit peu meilleur que celui qu'on avait relevé au national. Donc, on a bien des positionnements, quelques petites variations, mais enfin, c'est quand même assez aligné avec ce qu'on a vu précédemment. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur les observations qu'on a pu dresser ici. Et puis, je pense que 2024, on en parlera peut-être tout à l'heure parce que je pense que c'est un lien avec, je vous le disais, on continue d'avoir des financements sur les thématiques IA et puis Green Tech essentiellement. Et puis, voilà, je voulais parler des programmes de soutien, mais je vais laisser Ophélie en parler parce que évidemment il y a tout ce qui est lié au financement et puis aux évolutions de programmes de soutien également. Si vous voulez, on continue, à moins que je ne sais pas s'il y a des questions. Comment... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis Alice et je suis au conseil d'administration de la French Tech Côte d'Azur. Quand vous avez parlé des 2000 emplois, vous parliez de Nice, mais est-ce que vous parlez bien du département ou seulement de la ville de Nice? Pardon, je parlais du 06, oui, enfin, du Oui, département ok. des Alpes-Maritimes. Merci. Le nom des villes, en fait, c'est précisément c'est les unités, c'est les succursales chez nous. C'est pour ça que quand j'ai dit Nice, c'est l'unité administrative. Donc, ouais. Et du coup, vous nous avez monté une très belle slide qui était très intéressante puisqu'on commençait en 2016 et on va arriver sur les 2026 dès un an ou deux. Est-ce que vous avez fait un prévisionnel pour 2025? Vous voyez la slide qui fait hop, hop. Et du coup, on pourrait dire qu'il y a une corrélation, un parallélisme entre 2000, vous voyez, enfin c'était voilà celle-ci, Celle-là, 2016, ça monte, 17, 18, et en fait de l'autre côté, 23, 24, ça descend jusqu'à 2026, j'imagine. Est-ce que vous avez déjà travaillé un prévisionnel 25, 26? Alors, pas tout à fait.
Sur ce slide, j'aurais pu le préciser, c'est pas la Banque de France, la source c'est EY, mais ça aurait pu être Dealroom, ça aurait pu être une Extenso, ça aurait pu être Eldorado. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs du financement qui qui observent les levées de fonds. Nous, non, parce qu'en fait, c'est du capital risque et c'est equity. Nous, on observe les financements de dette. Cela étant, dans le modèle des startups, c'est pas complètement la plaque de regarder ce qui se passe dans le capital risque. C'est pour ça que j'avais mis ce graphique. Ensuite, si je dois faire une projection, je pense qu'on ne se hasardera pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, pas pour 2025 en tout cas, 2024, ça m'amène à vous le dire, on en est où sur les chiffres ont été publiés il n'y a pas très longtemps sur le troisième trimestre. Hein, et c'est en fait, autant au premier semestre, c'est-à-dire à fin juin, on était pratiquement comparable, 4,2 milliards d'euros de fonds levés par la tech. Donc on se disait, bon, on a arrêté, on est arrivé à quelque chose, on a stabilisé la baisse, puisqu'on avait chuté de presque 40%, 22, 23. On a stabilisé la baisse et quand on regarde ce qui se passe au troisième trimestre, en fait, on a une baisse de 12% des fonds levés. C'est-à-dire que au troisième trimestre 2023, ici, il y avait 6,5 milliards d'euros et au troisième trimestre 2024, on observe 5,7. Voilà. Alors après, on peut rentrer dans le détail et puis dire que finalement, c'est à peu près le même nombre d'opérations. Donc, on trouve l'idée que c'est toujours le même nombre, 540, 546. Et que, à y regarder de plus près, c'est la tranche par levée de fonds, parce qu'en fait, après, on scanne par tranche de levée de fonds en ligne, et en colonne, on tranche par secteur. Comme ça, on peut dire, est-ce que ça a le plus baissé pour mieux analyser ces variations. Et on s'est aperçu que c'est la tranche 50-100 millions d'euros qui contribue le plus à la variation à la baisse. Elle a été elle baisse de 42%. Alors, s'il y a 42% de baisse alors qu'on n'est qu'à 12 en moyenne, c'est qu'il y en a d'autres qui sont au-dessus. Et figurez-vous que la tranche qui continue de progresser, c'est celle des levées de fonds entre 0 et 10 millions d'euros. Elles sont très intéressantes, celles-là, parce qu'elles concernent beaucoup l'ensemble des territoires, en fait. C'est-à-dire que la dynamique n'est pas cassée. Quand on analyse les 42 opérations qui sont un petit peu en retrait, c'est très concentré parce qu'on parle d'une 40 startups sur 2500. Par contre, c'est peut-être celles qui sont en pointe dans l'accroche de la croissance. Donc, effectivement, dans l'ambition de souveraineté et d'avoir des leaders mondiaux, ça va prendre un peu plus de temps puisque ça diminue. Mais par contre, dans l'idée d'avoir un terreau d'entrepreneurs avec une dynamique de l'innovation, ça continue, ça se poursuit. Et voilà, donc on a vu qu'ici, on est à moins 12 et que donc il faudrait, après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut être comparable, il faut 2, et quelques milliards d'euros. C'est pas moi qui fais les levées de fonds. Il y a eu de très belles opérations qui vont compter comme Poolside. Je crois que c'était le 2 octobre. Donc, normalement, elles ne sont pas dans ces chiffres. Poolside, c'est 500 millions d'euros. Voilà, donc ça peut vite varier, quoi. Ça peut vite se rattraper. Ça coûte 500 millions, être vite vu. Mais voilà, voilà, je pense que dans l'idée, on est dans quelque chose où on risque d'avoir. Vous voyez quand on regarde le graphique comme ça, mais là je vous partage un point de vue personnel. Hein, mais vous voyez bien que 2019 et 2020, c'est des années de consolidation en fait. Il faut toujours un temps où les choses se posent. Et ensuite, il s'est passé 21-22. Là, on a les colonnes entières. Mais en réalité, l'année 2021, elle était très forte au deuxième semestre. Et l'année 2022, elle était très forte au premier semestre. Ça veut dire que si on avait pris ces 2 semestres-là, on avait plus de 15 milliards d'euros de fonds levés. Et là, c'était le très, très gros de la dynamique. Ça n'apparaîtra jamais dans les chiffres parce qu'on analyse tout par année. Mais si on le fait par strate comme ça, on le voit ressortir de façon beaucoup plus marquée. Et si on poursuit ce raisonnement un peu de consolidation, moi, je pense qu'on va faire. Je pense que ça va être des années de consolidation. Voilà, mais sur des niveaux à 8 milliards. C'est-à-dire qu'on est quand même sur quelque chose qui continue de progresser. À l'évidence, de toute façon, les solutions qui sont proposées par les startups de la tech dans la santé, dans les secteurs
de l'impact sont recherchés. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas un investissement qui continue, même s'il y a des sujets de valorisation, même s'il y a des sujets de réallocation, etc. Voilà. Après, le reste, je peux pas trop, je peux pas en dire plus, mais le nombre d'opérations, lui, restera comparable. Ça, c'est déjà à peu près sûr. Bonjour, juste une petite question rapide. Comment vous traitez la production immobilisée au niveau de la Banque de France pour les startups? C'est un vrai sujet. Est-ce que vous avez une approche spécifique là-dessus ou pas? Alors, Dans le REX, est-ce que vous avez déduit la prod IMO ou vous l'avez conservé? on l'a conservé, on a laissé le REX tel qu'il apparaissait. On n'a pas voulu faire de retraitement. Alors, nos analystes le font. Quand on parle cotation, on regarde. Et on s'est aperçu qu'on avait un peu plus de 10%. Je crois que c'est 11% d'entreprises qui avaient de la production immobilisée. Donc, c'est un peu comme le sujet du. Il y en a peu, il y a peu d'entreprises qui sont concernées, mais dès qu'elles sont concernées, c'est significatif. Voilà. Donc, effectivement, on regarde ça sur le REX, on regarde ça sur l'impact sur les cash flows et puis sur la CAF. En fait. Voilà. On regarde ça. Je n'ai pas parlé non plus dans les éléments qui nous amènent à identifier ces startups. Il y en a quand même beaucoup qui ont de l'impôt négatif, ça veut dire qu'elles ont du crédit d'impôt. En lien quand même avec ces sujets de pays, de C2I et de CIR. Et donc c'est quelque chose qu'on n'a pas netté dans l'étude pour être le plus lisse possible dans les observations, mais qu'on s'autorise à retraiter dans le cadre de la cotation. Question? Oui, bonjour. Est-ce que vous pensez que l'évolution envisagée de la disparition ou de la modification du CIR ou des statuts JEI pourrait avoir un impact sur les résultats financiers de ces startups à l'avenir? Alors, on va directement dans le vif du sujet, mais c'est vrai que le C2I, Crédit d'impôt innovation, et le dispositif JEI, Jeune entreprise innovante, à l'évidence, c'est des dispositifs qui permettent à des entreprises qui ne sont pas encore autonomes et qui sont en plein développement de bénéficier d'exonérations, de charges. Et ça peut aller jusqu'à 30% de la masse salariale, quoi. Et donc, évidemment, ça peut casser une dynamique, ça amène à réviser un business plan, à aller chercher le 30% parce qu'on ne l'a pas. Donc, soit on fait un cut dans les effectifs et donc dans la dynamique. Donc, ça serait impactant. Le sujet, c'est que, vous voyez, nous, dans la data qu'on a, comme on s'adresse à des sociétés qui sont qui font déjà pas mal de chiffre d'affaires, etc. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas du CIR. Elles ont plus de CIR que de C2I. Hein. Parce que le C2I, c'est plafonné, je crois, à 200 000 euros ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est moins impactant pour les sociétés que nous analysons. Mais c'est très impactant pour les startups early stage. Voilà. Donc, dans nos analyses, dans le bilan qu'on dressera en 2024, ça ne se verra pas. D'abord parce que c'est en dessous que ça se passe. Donc, on ne le verra pas. Et ensuite, parce que l'essentiel des bilans 2024, il est déjà fait à octobre et que ce n'est pas les 2 mois à venir qui changeront quoi que ce soit. Donc, le pire, c'est qu'on ne le verra pas dans nos données, mais après, ça peut avoir un effet très restrictif. Il faut penser, là où ça se verra, c'est plutôt sur les levées de fonds de 0 à 10 qui continuent de progresser. Parce qu'en fait, c'est ça dont on parle, c'est de maintenir le pipe d'entrée de start-up, d'entreprises innovantes, parce que c'est ce qui alimente ces entreprises-là qu'on vient de voir. Ce que je vous ai présenté, je pense que c'est le top 10%, c'est 2500 startups. La French Tech, elle part de 25 000 startups. Quand vous écoutez la French Tech, elle dit il y a 25 000 startups en France, elle parle d'1 million d'emplois créés. Clara Chapaz, je crois qu'elle a parlé d'1,1 million. Alors, je ne peux pas dire, j'ai vu 100 000.
Alors, je pense qu'ils ont un effet de levier, un multiplicateur que j'ai pas, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, nous, les effectifs, nous, c'est liasse fiscale. Ensuite, effectivement, il y a un effet d'essaimage là-dessus. Donc, mais par contre, le top 10%, je valide. C'est-à-dire que s'il y a 25 000 startups, moi, j'en vois que 10%. Et c'est dans le 90%, ce que vous signalez, oui, ça peut avoir un effet de rupture. Après, bon, ça se discute, hein. Il va y avoir des amendements qui seront déposés. C'est une proposition, c'est pas encore fait. Et de ce que je vois, de la façon dont ça tourne, je regardais un papier c'est Majoubi, je pense, l'ancien ministre du numérique, hein, qui a été assez actif là-dessus. Bon, Paul Midi, c'est lui qui a porté, hein, les programmes JEI. Et en plus, il a porté des programmes d'entreprise de start-up en rupture et en croissance, hein. Donc, il va y avoir des amendements. J'espère que le rabot ne sera pas aussi marqué que ce qu'il apparaît. Encore une question? Axel Gerhardt, donc conseiller en propriété industrielle du cabinet Axpi. Petite question, justement propriété industrielle. Je comprends du coup que vous notez les entreprises. Est-ce que le paramètre droit de propriété industrielle est quelque chose que vous regardez ou pas du tout? C'est-à-dire, est-ce que les entreprises, en fait, quand elles ont des brevets, pour les levées de fonds, elles vont avoir 4 fois plus de chances d'obtenir une levée de fonds si elles ont des brevets ou des droits de propriété industrielle de manière générale. Est-ce que vous, dans la notation de ces entreprises, c'est des paramètres que vous prenez en compte ou pas du tout? Alors, ça m'amène à... Merci pour votre question, là aussi. Ça m'amène peut-être à détailler ce que je n'ai pas fait, le processus de notation ou de cotation qu'on a à la Banque de France. Donc, 300 000 entreprises analysées annuellement. Donc, ça arrive dans des régulateurs de tâches, hein. Voilà. Pour ce qui est... et on a en face des analystes qui prennent les dossiers et puis qui travaillent dessus. Pour ce qui est des startups, on a mis en place un indicateur dans nos bases. Indicateur startup, on l'a appelé comme ça, on ne sait pas trop, c'est pas très disruptif. Et cet indicateur startup, ça veut dire que quand le dossier arrive, il sort du pipe de traitement. Parce qu'on sait très bien que s'il passe dans la machine, il va sortir un peu cassé. Et donc, il est pris en charge par des analystes, avec un certain nombre de consignes, l'attribution d'une mission. On ne peut pas coter une startup comme on cote une entreprise classique, dans laquelle parfois l'évolution des variables du passé donne quand même une trajectoire des futurs. Ce qui n'est absolument pas le cas dans les sociétés start-up. On ne peut pas projeter la courbe en disant ben, tiens, ça a fait ça continuera comme ça. Donc on a besoin d'avoir un business plan. En fait, si on veut faire le boulot au bout, hein, donc rencontrer le dirigeant, obtenir un business plan, analyser les projections de trésorerie, les challenger. Pas parce que vous me donnez un BP. De toute façon, tous les BP sont bons. En fait, je veux dire, j'en ai jamais vu un qui disait regardez, dans 3 ans, j'existe plus. Donc, généralement, c'est quand même des business plans assez optimistes. Et donc, c'est pour ça qu'on les challenge en se disant bon, mais il y a quand même des start-upers qui sont. Enfin, il y a aussi des start-upers qui disent bon, moi, très franchement, je pense que je vais faire ça. Et qui aiment bien donner quelque chose de réaliste, en sachant que c'est pas la peine de vendre du rêve. Donc, très pragmatique. Donc, on les a, ces business plans. Challenge avec eux ou vous, enfin, start-upers. Et après, on a donc ça, c'est des éléments financiers, à la fois de bilan et de projection. Ça suffit. Et si on a ces business plans, alors qu'ils ne sont pas obligés de nous les donner, hein, quand on les a, ça veut dire qu'on a un dialogue avec le start-upper. Et dans le dialogue, on a tous les éléments qualitatifs, c'est-à-dire ceux qui pèsent dans la décision. Parmi ces éléments qualitatifs, on va avoir le soutien, qui se matérialise par des levées de fonds. On regarde quels sont les investisseurs. Ils apportent au board. Parce qu'ils n'apportent pas que du financement. Tout ce qui peut être lié au conseil, au réseau, la mise en relation. Après, on va s'appuyer sur le parcours d'entrepreneur, sur l'équipe, etc. Donc, on va regarder bien au-delà, si vous voulez, du bilan. Et dans les éléments toujours extra-financiers, on a une rubrique brevet, mais on pose la question. Est-ce que c'est breveté? Oui, non. Parce qu'on considère, évidemment, si vous développez une innovation qui n'est pas brevetée, c'est un risque. Et donc, on peut intégrer ces risques. Donc, je dirais, on pose la question. Par contre, on ne sait pas aller plus loin. On ne sait pas challenger, on ne sait pas donner la pertinence, on ne sait pas challenger l'innovation en tant que telle. On s'appuie sur le fait que
On se dit que si parfois il y a eu 150 business angels qui ont investi, 4 VC, 3 banques et BPI, et que tout, voilà, on peut penser qu'il y a eu quand même de l'expertise qui s'est fédérée autour du dossier, et donc on s'appuie sur ce crédit de confiance. Oh, je parlais de confiance tout à l'heure. Pour nous, les capitaux propres, c'est presque une marque de confiance, quoi. C'est du capital confiance quelque part qu'on a donné à l'entreprise pour développer sa solution. Donc on essaye de l'analyser comme ça, et le risque, on pose la question, mais on ne va pas plus loin. Merci. Merci. J'ai peut-être une question aussi, si on peut se permettre de poser des questions. Oui, c'est bon. La dette bancaire long terme, vous la voyez aussi comme un gage de confiance? Ah ben oui, clairement, oui, oui. Le fait qu'une banque soit engagée à long terme, c'est une marque de confiance. On sait aussi, alors dans les lignes de dette bancaire, il y a souvent BPI qui est dedans, hein, pour faire ça. Il y a jamais de financement blanc, c'est-à-dire des lignes de court terme avec du droit de tirage ou des choses comme ça. Ça, c'est pas très significatif. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a souvent quand même, les banques, elles ont quand même tendance à aller financer des startups qui ont plus de trésorerie que de dette, hein. Voilà. Bien sûr. Mais c'est un levier de financement additionnel. C'est-à-dire que il y a aussi dans le sujet de la dette la possibilité d'être, ça rejoint celui stratégiquement de la non-dilution, d'une moindre dilution du dirigeant. C'est pour ça qu'il y a souvent un effet de levier avec de la dette, ce qui est très rassurant. C'est presque un peu une garantie. Et donc, on garde de la trésorerie. C'est pour ça aussi qu'on a quand même des niveaux de trésorerie. Et vous avez vu que la trésorerie qui était à 11 milliards, la dette était à 5. Donc, on a 2 fois plus en fait de trésorerie que de dette. Et le warning, là, dans les startups, c'est quand on commence à avoir le niveau de trésorerie qui rejoint la dette. On se dit, ah, s'il y a un problème, tu payes comment? Donc oui, c'est un élément positif parce qu'à long terme, il montre un engagement. Après, on sait aussi que derrière, il y a des garanties qui sont liées par BPI, qu'il y a aussi des garanties du Fonds européen d'investissement et qui encouragent quand même aussi les acteurs bancaires à financer cette typologie d'entreprise. Pour les banques, c'est pas facile, hein, de financer des startups parce que les comités d'engagement aussi, quand ils voient les sociétés, quand ils voient que c'est en perte, ils comprennent bien qu'il y a de la valeur, mais ils comprennent bien qu'il y a des pertes aussi. Et donc, on revient souvent sur ce sujet de mindset, et nous, on y travaille beaucoup. On y a pas mal travaillé en interne, y compris à la formation de nos analystes, de nos correspondants, pour leur dire que c'était inhérent au modèle. Un signe moins, c'est pas forcément, ça ne doit pas forcément faire peur, ça doit s'analyser comme une variable dans un ensemble, quoi. Puis d'ailleurs, c'est aussi pour ça que BPI avait été créé. L'idée, c'était d'avoir une entité qui puisse financer du risque, ce que les banques ne financent pas, ou en tout cas moins. Les banques vont plutôt avoir tendance à vouloir prendre le moins de risques possible, et c'est vrai qu'à un moment donné, c'était une vraie complexité de se dire, OK, on a un projet qui vient nous voir, mais il nous parle d'innovation, donc on sait que ça peut ne pas aller jusqu'au succès. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On peut être en perte. Et donc BPI a cette compétence-là de pouvoir analyser du risque et savoir quel est le projet le moins risqué, mais voilà, avec une compréhension de ce qu'est le risque, de comment on l'analyse. Bien ça? C'est bon? Oui, c'était la volonté d'Oseo qui est devenue BPI. Après, les banques, faut bien comprendre on se rémunère du risque sur un taux d'intérêt. On a perdu de vue parfois le fait que la prime de risque, elle est dans le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est une valeur temps et risque. C'est ça le principe, hein. Bon, alors quand les taux d'intérêt sont négatifs, si vous voulez, on a perdu toute la logique de la façon dont les choses se mettent en place. Mais les banques, elles, ne l'ont pas perdu de vue. Donc, comment on prend, si vous avez un taux d'intérêt à 2%, ça veut dire que si vous financez une start-up, il ne faut pas qu'il y ait plus de 2% de ces sociétés qui soient défaillantes, quelque part. Et vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Voilà.
Donc, soit vous avez des filets de sécurité, c'est pour ça que plus de trésorerie qu'eux, soit vous avez des lignes de garantie ou de soutien qui peuvent être ici. Mais alors que le métier du risque en tant que tel, c'est celui des investisseurs en capital. Parce que eux, ils ne se financent pas sur la prime de risque qui est le taux d'intérêt, ils se financent à la cession de l'entreprise en espérant que sur 10, il y en ait une qui marche. Et s'il y en a 9 qui vont à la casse, ce n'est pas grave. Alors que les 9 à la casse dans une banque, ça ne passe pas dans le modèle. Par contre, je disais, les banques financent il y a 1200 milliards d'euros d'encours. Donc elles financent énormément. C'est le premier financeur de l'économie, hein, bien plus que le capital à risque. C'est moins vrai dans les startups. Mais c'est normal, c'est inhérent au modèle. Donc oui, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des acteurs publics. Et c'est pour ça aussi qu'on a une dynamique sur les levées de fonds de moins de 10 millions d'euros parce qu'on a des programmes de soutien. Enfin, moi, je pense que c'est en partie lié à ça. Ouais, on a bien vu que les enjeux autour de la trésor, besoin en fonds de roulement, etc., étaient significatifs. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez tiré des informations en essayant d'identifier le nombre de jours de charges d'exploitation au niveau de la trésor? Je ne parle pas du chiffre d'affaires, hein, je parle bien des charges d'exploitation. Ils sont à quel niveau comparativement à d'autres boîtes et est-ce qu'on a une moyenne là-dessus? Non, je ne saurais pas vous répondre. Je ne saurais pas vous répondre là-dessus parce que je ne l'ai pas regardé sur ce. Mais c'est pour ça que j'ai pris mon carnet. Je n'ai pas la métrique. Je peux l'avoir, mais je ne vous répondrai pas tout de suite. Ce qu'on a regardé, parce que c'était important, dans la gestion des besoins en fonds de roulement, il y a plutôt une ressource en fonds de roulement de la part des startups, ce qui n'est pas intuitif. Ça veut dire qu'elles obtiennent un crédit de leur fournisseur. Mais comme c'est des modèles SaaS, en fait, ça se justifie souvent par le fait qu'on a de l'ARR, donc il y a une certaine forme aussi de récurrence dans la génération du chiffre d'affaires, et que le fournisseur, il est aussi un peu partenaire. Je pense que du coup, c'est une façon de financer indirectement. Mais je n'ai pas la réponse à votre question en nombre de jours par rapport aux autres sociétés. Pas d'autres questions, c'est bon? Eh bien, on enchaîne alors. Donc moi, je vais plutôt vous parler du plan France 2030 et de comment on finance l'innovation. Juste avant, voilà, comme je vous l'avais promis quand je me suis présentée, je vais juste vous faire une présentation de mon service pour que vous puissiez bien comprendre toutes les missions qu'on a et qui pourraient peut-être vous aider. Donc, moi, je fais partie du service économique de l'État en région qui est intégré à la DRETS. La DRETS qui est anciennement la directe, là où on retrouve les inspecteurs du travail, en général, ça parle bien. Les inspecteurs du travail qui, eux, vont dépendre du ministère du Travail. Et donc, mon service à moi va dépendre du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, c'est son nouveau nom. Donc, on est vraiment la porte d'entrée des entreprises sur ce ministère-là. Au sein du service, on est plusieurs chargés de mission sur différentes filières stratégiques. Moi, par exemple, je suis sur la microélectronique et l'intelligence artificielle. Mais on va aussi retrouver la santé, la décarbonation. Il y a quoi d'autre? L'automobile, etc. Ça va être vraiment propre aux régions, hein, les filières qui vont être les plus représentées dans les régions. Et donc, sur ces compétences de développement économique-là, on va avoir deux rôles principaux. Un premier rôle de vigie qui concerne un peu moins directement les entreprises, mais on est sur le territoire pour être au contact du terrain et pouvoir remonter au ministère toutes les difficultés que les entreprises peuvent rencontrer dans leur développement, mais vraiment d'un point de vue filière. Et l'idée après, c'est de discuter avec les agents du ministère de l'économie et des finances, mais aussi peut-être du ministère de la transition écologique quand il s'agit de ces sujets-là, et de voir comment on peut mettre en place des instruments pour aider le développement des filières. Donc ça, c'est vraiment le premier rôle. Et le deuxième qui peut vous concerner plus directement, on a un rôle d'accompagnement. Donc là-dedans, je mets 3 missions. Un premier où on peut vous aider dans tout ce qui est projet de développement par l'innovation. Donc on a des plans de financement, comme par exemple France 2030 que je vais développer. On a un deuxième rôle, enfin une deuxième mission, je passe directement au 5, prévenir les difficultés. Donc là, ça va concerner toutes les entreprises qui rencontrent des difficultés financières ou administratives. L'idée, c'est de ne pas attendre le dernier moment, de ne pas attendre d'être en redressement pour nous solliciter. Nous, on a des outils où on peut venir vous accompagner sur la négociation des créances,
ou des choses comme ça, des choses qui peuvent vous aider à gagner quelques mois de trésorerie qui, des fois, peuvent être très, très bénéfiques. Donc là-dessus, on a des référents qui s'occupent de ça. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Bon, maintenant, vous me connaissez, donc vous pouvez me solliciter, puis moi, je vous mettrai en relation avec ces référents-là. Et la troisième mission, donc le numéro 6, veiller à la sécurité. On a aussi des référentes sur les sujets de sécurité économique, notamment pour tout ce qui va être levée de fonds qui vont inclure des investisseurs étrangers. Là, on peut avoir des procédures de ce qu'on appelle les IEF, donc les investisseurs étrangers en France. J'ai plus l'acronyme, mais c'est IEF, mais voilà, c'est ça, merci. L'idée, c'est bien, voilà, quand un investisseur étranger décide d'investir dans une entreprise en France qui porte des activités stratégiques qui sont très regardées par l'État, l'État peut émettre un avis sur l'autorisation de cette levée de fonds et émettre des contrôles par la suite. On en entend pas mal parler avec le Doliprane. Voilà, c'est un terme qui revient en ce moment à la télé et à la radio. Si vous êtes dans ce cas-là, donc pas dans le cas des Doliprane, mais bien des levées de fonds qui intègrent des investisseurs étrangers, on est aussi là pour vous conseiller, vous expliquer tout le process de contrôle qu'il peut y avoir et faire en sorte que ça se passe au mieux pour vous. Donc ça, c'était sur les rôles de mon service. Et donc sur l'accompagnement des entreprises, on a effectivement le plan France 2030 sur lequel on est des relais d'information. Et on est là aussi pour vous indiquer comment ça fonctionne, comment vous pouvez y accéder, parce que c'est un gros fonds d'investissement un plan d'investissement de 54 milliards d'euros qui peut paraître assez complexe parce qu'on parle de grosses sommes et souvent les PME ont du mal à s'y retrouver et à savoir comment elles pourraient y accéder. Donc ce plan-là, il a été lancé en octobre 2021 par Emmanuel Macron et il a pour objectif de financer tous les sujets de souveraineté et de réindustrialisation par l'innovation. Pour ça, il y a 15 thématiques qui ont été identifiées par le gouvernement comme stratégiques pour l'avenir. Donc on va retrouver 10 objectifs et puis 10 leviers qui vont être assez transversaux. Sur les objectifs, on va avoir voilà, le nucléaire, la santé, l'alimentation saine, durable. Et les leviers, l'électronique, parce qu'on a eu pas mal même les matières premières, on a eu pas mal de difficultés pendant la crise sanitaire avec les approvisionnements, etc. Donc l'idée, c'était de réfléchir avec ce plan-là à comment on peut venir financer des projets qui nous permettent, lors de la prochaine crise sanitaire, qui j'espère n'arrivera jamais, à ne pas avoir de difficultés d'approvisionnement comme on a pu en avoir à partir de 2020. Donc, 10 thématiques qui vont être accrochées à des appels à projets. Des appels à projets qui vont être ou très ciblés sur une thématique particulière. Alors, c'est souvent le cas pour la santé ou l'alimentation. Et puis, on va en avoir d'autres qui vont être assez transverses, donc vraiment concerner tous les projets qui peuvent intégrer ces thématiques-là. C'est le cas, par exemple, de l'appel à projet Première Usine. Donc, Première Usine, voilà, je parlais des difficultés d'appro. Première Usine, c'est permettre à une PME de pouvoir monter sa première unité de production. Là, on est vraiment voilà, sur le concept de Première Usine. Il y a quelque chose de très important quand même. Sur tous les appels à projets, on retrouve l'innovation. Donc, l'idée, c'est bien de venir financer du risque, de financer voilà, des projets qui vont être individuels ou portés par plusieurs entreprises avec des labos, etc. L'idée, c'est toujours que le projet en question porte une innovation qui va être voilà, différenciante par rapport à ce qui est déjà sur le marché, mais c'est le principe même de l'innovation. Et voilà, il y a une part de risque qui est importante et donc l'État vient financer ce risque pour permettre aux entreprises voilà, de inciter les entreprises à innover. Donc c'est vraiment ça qui est assez important. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une vingtaine d'appels à projets ouverts. Il y en a qui sont en one-shot, il y en a qui sont avec plusieurs relèves. Ça s'est un petit peu ralenti par rapport au tout début du plan où on a pu avoir jusqu'à 60 appels à projets ouverts. Donc là, c'était encore plus le fouillis pour les entreprises parce que 60 appels à projets, ça faisait beaucoup. Et là, ça s'est un petit peu ralenti parce que les grandes priorités, finalement, bon, il y a eu des appels à projets qui sont sortis et l'État considère qu'il y a déjà ces projets-là qui sont en cours. Un projet, ça met 3-4 ans à être mené, donc il faut quand même le temps de voir quels sont les résultats et s'il y a besoin de renforcer ces projets-là ou pas. Donc c'est pour ça que ça s'est ralenti. Dans le projet de loi finance, je n'ai pas vu de réduction de cette assiette de 54 milliards. On parle un peu de trésorerie, mais pas forcément de cette assiette-là, ce qui est plutôt rassurant pour les entreprises. Ça veut dire que même si il y a des ajustements sur le statut JEI et le C2I, l'innovation reste quand même importante pour l'État et il y a quand même une concentration sur ces sujets-là.
ça, bon, je l'ai dit, je ne passe pas dessus. Sur les appels à projets, si vous faites un peu le site du gouvernement, donc en tapant sur Google France 2030 gouvernement, vous allez avoir la liste de tous les appels à projets qui sont en cours. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a certains qui demandent des assiettes assez conséquentes de plusieurs millions d'euros, etc. Et pour une entreprise, déjà, il faut réussir à identifier les appels à projets qui pourraient lui convenir. Et puis en plus, que ce soit quand même adapté à ses fonds propres, à ses capacités aussi de porter le projet. Donc nous, on s'est rendu compte de ça dans notre région parce qu'on a beaucoup de petits acteurs et au début, on avait très peu de candidatures, très peu d'entreprises qui répondaient à des appels à projets. Et on s'est rendu compte que c'est juste parce que beaucoup d'acteurs sont intéressés, mais n'ont peut-être pas les capacités d'aller creuser, savoir quel appel à projet pourrait convenir, de monter le dossier aussi, parce que ça peut être une charge assez conséquente. Donc on a mis en place une expérimentation qui est unique en France. Ça existe que dans notre région-là, où les services de l'État et du Conseil régional vont pouvoir vous aider, vous orienter vers le bon appel à projet, et vous aider à consolider le dossier de candidature aussi. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Vous déposez un dossier de candidature sur la plateforme Démarche simplifiée. On transmettra les slides après à tout le monde. Okay, donc comme ça, vous pourrez cliquer sur le lien si ça vous intéresse. Vous déposez un dossier qui est très... sur Démarche simplifiée, c'est assez bien fait. Vous avez le temps que les personnes ont mis pour répondre. Là, je crois qu'on est autour de 10-15 minutes, donc c'est assez rapide à remplir. À partir de là, vous avez des agents de la DRETS et du Conseil régional qui vont venir analyser votre dossier et voir si effectivement vous répondez aux grands critères de France 2030 ou pas. Si les personnes qui analysent le dossier considèrent que vous n'êtes pas du tout France 2030 parce que votre activité ne rentre pas dans les 15 thématiques ou n'est pas assez innovante, on vous le dit. En fait, on vous déconseille de candidater. Et ça, c'est assez important parce qu'un processus de candidature, c'est long. Et donc, si on peut vous éviter de subir ce process chronophage pour ne rien avoir au final et vous orienter plutôt vers un guichet plus adapté, bah, c'est avec plaisir qu'on le fait. Donc ça, c'est très utile. Ensuite, il y a le cas en jaune où votre projet est bien intégré France 2030. Vous êtes innovant, vous rentrez dans une des 15 thématiques. Par contre, peut-être que votre structure est trop petite, n'a pas assez de fonds propres ou il n'y a peut-être pas d'appel à projet ouvert dans cette thématique-là. On vous demande de rester en veille. Nous, on peut rester en veille pour vous aussi et on essaye de voir s'il n'y a pas effectivement d'autres guichets qui pourraient vous accompagner plus rapidement. Et le cas en vert qui est merveilleux, c'est celui où votre projet est bien intégré, il y a un appel à projet identifié qui pourrait vous correspondre. Donc là, dans ces cas-là, on va analyser un peu plus en détail votre dossier et on va regarder s'il n'y a pas des points qui mériteraient d'être des points voilà, sur lesquels on pourrait vous accompagner sur la maturité. C'est notamment le cas dans l'explication de l'innovation en elle-même. Il y a pas mal d'entreprises qui déposent un dossier et puis à la lecture du dossier, on se rend compte qu'on a du mal à comprendre le caractère innovant. Alors qu'on connaît l'entreprise, on connaît le projet, on sait que c'est innovant. Là, c'est pareil, on peut vous expliquer ou vous conseiller sur comment mieux formuler les choses pour bien montrer le caractère innovant et éviter d'avoir un refus, alors que pour le coup, vous rentrez dans les grandes lignes et les critères. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez déjà des questions? C'est si clair que ça? Oui. C'est bon. Voilà. Il y en a combien des dossiers? Est-ce que tu as une idée du nombre de dossiers de candidature projet innovant France 2030, démarche simplifiée? Il y a combien d'entrepreneurs qui vont sur les démarches? Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment ça se répartit à peu près? Alors, la démarche, elle a été lancée il y a 1 an. Il me semble qu'on a eu à peu près 70 dépôts, ce qui est pas mal, mais ce qui pourrait être amélioré. Et c'est pour ça notamment qu'on fait des actions de communication aussi, puisque si les entreprises ne savent pas que ça existe, elles ne déposent pas. Donc voilà, sur les 70, j'aimerais pas vous dire de bêtises, je pense qu'il y a une quinzaine de projets qu'on a bien identifiés comme d'intérêt, qu'on a dû accompagner. Et après, bon, certains sont lauréats, certains ne le sont pas. J'ai pas forcément les chiffres exacts il y a plus de dossiers qui arrivent à être lauréats qui n'y arrivent pas. Mais ça permet déjà voilà, 70 dossiers, 15 accompagnés. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse cinquantaine de dossiers qui auraient pu candidater directement, subir le process chronophage et puis qui finalement ont été aidés déjà à ce niveau-là, bien orientés. Et ensuite, on a quand même un meilleur
on a quand même un bon taux de succès. Après, voilà, ça a été lancé il y a un an, le temps qu'on analyse le dossier, qu'on conseille le porteur qui est à la relève de l'appel à projet, que l'appel à projet aussi subit son propre process. On n'a pas forcément encore de retour d'expérience qui soit bien figé, mais en tout cas, ça peut être que bénéfique en fait. Bonjour, James de Nodeus. L'été dernier, cet été, nous avons rempli un dossier pour s'identifier sur l'AIS, l'Agence en innovation de santé. Ça ressemblait à cela. Nous avons été contactés par eux. Ils nous ont dit, bon, ben, vous êtes apparemment un bon candidat pour un appel à projet qui va sortir en septembre. Donc, ils nous ont envoyé le lien. Alors, est-ce que votre démarche doit être faite également en parallèle pour être doublement sûr d'y aller, ou ça ferait double emploi? Est-ce qu'on devrait repasser par ce processus avant de se lancer dans la réponse à la candidature, s'il vous plaît? Je n'ai pas connaissance de cette démarche portée par l'AIS. Je vais me renseigner parce que ça peut être intéressant, mais après, ma foi, plus vous avez de conseils, mieux c'est. Donc, Oui. si le dossier qui est demandé à la base est à peu près le même, ma foi, si c'est pour le même appel à projet, allez-y. Il n'y aurait pas forcément de point bloquant, quoi. Bon. En tout cas, de ce que je comprends, voilà, si la démarche est bien la même et est portée par l'AIS, ça vous permet d'avoir deux conseils qui peuvent se rejoindre et puis qui peuvent vous apporter des complémentarités. On préfère doublement vérifier. On peut. Mais en tout cas, merci pour l'information. Je vais aller creuser, voir de quelle manière ça peut accompagner les entreprises de la santé. Bon, bah écoutez, je continue. Dans les slides que vous allez recevoir, je vous ai mis un exemple d'appel à projet. Donc là, c'était sur les technologies innovantes des univers virtuels immersifs, qui a pour objectif de consolider une offre européenne, française, mais comment les appels à projets sont aussi sous le prisme quand même de l'Europe. Donc français, c'est bien, européen, c'est bien aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une solution souveraine sur ces sujets-là. On va pouvoir financer des projets, par exemple, de matériel pour les technologies, pour les univers virtuels immersifs. Donc, par exemple, tout ce qui est gilet haptique, qui peuvent être utiles dans le cadre des industries culturelles et créatives. Voilà, c'est ce type de projet-là qui peut être financé donc côté matériel. Et puis, il y a une côté aussi forcément logiciel, où là, on va être sur l'édition de logiciels qui vont pouvoir permettre d'émettre des univers virtuels immersifs ou mettre en relation des passerelles entre plusieurs univers. Donc, c'est possible aussi. Sur ce type de projet-là, on va être sur une assiette des dépenses qui est demandée et qui est de 1 million d'euros, avec un taux d'aide qui peut être de 25% à 80% en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, plus l'entreprise est catégorisée comme PME, plus elle peut avoir de financement. L'idée, c'est bien d'aider les entreprises qui en ont le plus besoin. Ça va aussi dépendre du caractère collaboratif. Là, vous pouvez candidater à plusieurs entreprises avec des laboratoires de recherche, c'est possible. Donc voilà, il y a eu 3 relèves, il me semble, une qui était en septembre et puis on en a 2 qui s'annoncent pour janvier et pour mai. C'était pour vous donner dans les grandes lignes une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres. Là, j'en ai vu un que je me suis noté sur le soutien aux PME pour renforcer les compétences dans les domaines de la cybersécurité. Et là, pour le coup, sur cet appel à projet-là, on demande une assiette de dépenses de 30 000 euros. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose qui est quand même adapté aux PME, avec un financement qui peut être très intéressant. Donc là, c'est plus sur la cyber. Mais après, on en a dans les 15 thématiques que j'ai pu vous montrer juste avant. Alors là, typiquement, on est sur un appel à projet d'1 million d'euros. Tout à l'heure, je vous ai parlé, qui demande une assiette de dépenses d'1 million d'euros. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'appel à projet première usine. Là, on est sur des montants qui sont beaucoup plus conséquents parce qu'on va quand même avoir du financier, on va avoir du matériel productif, etc., de l'infrastructure productive. Donc, on va plutôt être sur minimum 5 millions d'euros. Donc, c'est très conséquent et souvent, ça vient en complément déjà de capitaux qui vont être apportés par des banques ou par des fonds d'investissement. Mais voilà, il y a des choses qui sont quand même un peu plus
un peu plus abordable pour les PME. C'est le cas de celui-ci, et puis ça peut être le cas aussi de celui sur la cyber. Sachant que sur ce plan-là, donc là, on est vraiment sur une instruction nationale. On est sur un plan qui est national. Donc, les dossiers, nous, au niveau de l'adresse, on les a pas en main pour analyse. C'est vraiment le ministère les ministères compétents qui vont venir analyser les dossiers avec la BPI. Par contre, comme on s'est rendu compte que 1 million d'euros, ça pouvait encore être conséquent quand même pour une PME qui a débuté il n'y a pas très longtemps et qui n'a pas beaucoup de fonds propres, il y a un plan qu'on gère nous en région, avec le conseil régional notamment, qui est France 2030 régionalisé. On a fait simple dans le nom. On a 80 millions d'euros qu'on va pouvoir distribuer à des entreprises qui vont proposer des projets innovants, mais là sur des assiettes beaucoup moins conséquentes. Je commence sur le projet d'innovation, celui qui est tout à gauche pour vous. On va être sur des assiettes de dépenses de 150 000 euros, et là pour le coup, minimum. Appel à projet qui peut vraiment servir de levier pour les PME. On est aussi sur le financement de phase de faisabilité, donc on peut être mais ça reste de phase de faisabilité ou développement, c'est quand même très intéressant pour les PME. En deuxième, je passe sur IDEMO régionalisé, même principe, mais plutôt sur les phases de développement. Et là, on n'est que sur du projet collaboratif. Donc 2 entreprises minimum, dont une PME et un laboratoire de recherche. Les entreprises peuvent être en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou ailleurs en France, ce n'est pas un problème. On travaille en partenariat avec les autres régions, donc vous pouvez venir vous faire financer via ce guichet-là. Il y a 2 candidatures par an sur IDEMO régionalisé. Il y en a tous les mois sur projet d'innovation. Et après, il y en a un troisième au milieu qui est un peu moins sollicité, qui va plutôt être sur la transformation des filières stratégiques. Donc là, l'idée, c'est une entité qui porte un projet qui va venir bénéficier à toute la filière. On a une dimension de partage qui n'est pas forcément le propre d'une entreprise. Mais on peut avoir, par exemple, des projets de moyens de production partagés, notamment dans la chimie. Dans la chimie, l'infrastructure de production peut être très, très onéreuse. Et donc là, on peut imaginer une entreprise qui porte le projet et puis qui a trouvé un modèle économique pour faire partager à l'ensemble de la filière. Donc l'idée, c'est d'avoir de l'innovation, mais vraiment dans une dimension très filière. Donc les entreprises en général préfèrent plutôt solliciter projets d'innovation ou IDEMO parce que là, elles restent maîtres de leur propriété intellectuelle, ce qui n'est plus forcément le cas dans celui de filière. Mais voilà, sur des projets de salles blanches partagées ou des choses comme ça peut être intéressant aussi. Et donc là, nous, on est là aussi pour vous accompagner pour la structuration du projet. C'est souvent un projet où il y a une entité qui le porte, mais il y a plein d'acteurs autour, quoi. Donc ça peut être complexe. Les pôles de compétitivité sont là aussi et sont habitués à structurer ce type de projet et peuvent vous accompagner. Mais voilà, sur des petites PME, on va plutôt être sur projet d'innovation ou IDEMO régionalisé. Je crois que j'ai plus rien mis après. Non. Ça ne marche plus. Vous avez des questions sur ce dispositif-là? Oui. Moi, j'avais juste une question. En fait, j'ai vu passer BPI France, vous l'avez aussi mentionné. En fait, je voulais savoir si on a déjà en fait des dispositifs en activité avec BPI, c'est simulable ou pas? Par exemple, Bourse French Tech ou prêt d'amorçage ou pays R&D, quoi. Alors, c'est un peu au cas par cas. Ça peut être. Déjà, merci beaucoup pour votre question. On peut avoir un cumul, c'est-à-dire une entreprise peut très bien avoir une aide BPI et puis avoir une aide France 2030. La chose qu'on va regarder, c'est être certain qu'il n'y ait pas un double financement des dépenses.
Ouais, nous, c'est ce qu'on va regarder. Par exemple, une entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt recherche, on va venir regarder ce qu'elle déclare dans le crédit d'impôt recherche pour être certain de ne pas financer aussi les charges qui sont déjà prises en charge. Donc, c'est possible. Effectivement, BPI est opérateur sur ce projet-là. Et c'est eux qui reçoivent les dossiers. Et très souvent, quand ils reçoivent un dossier qui est déjà financé par eux, ils nous appellent et ils nous disent, voilà, j'ai cette entreprise qui a déposé, qui est déjà lauréate d'une bourse French Tech. Les projets sont... c'est sur les... Alors, ouais, il y a deux cas. Le premier cas où on finance exactement la même phase du projet, où là, bah, finalement, on va laisser le temps à l'entreprise de finir son programme, de voir un peu ce que ça donne. Mais on n'interviendra pas. Et puis le deuxième cas, c'est l'entreprise a bénéficié d'une bourse French Tech. La première phase, elle est terminée, c'est un succès. Nous, on va venir l'accompagner sur la deuxième, la troisième phase pour aller jusqu'au prototypage et puis jusqu'à la commercialisation. Donc, on peut avoir une entreprise qui bénéficie d'aide de plusieurs opérateurs. Par contre, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de double financement des dépenses. Voilà. On sera très regardant si c'est la même phase. Par exemple, si on est sur une phase de développement, qu'on sait que l'entreprise a déjà eu une aide pour développer son prototype, qu'elle nous redemande une aide pour développer un prototype, on va regarder pourquoi ça n'a pas fonctionné sur le premier prototype. Est-ce que c'est pour aller un peu plus loin au niveau du TRL? C'est vraiment au cas par cas, c'est possible, mais on analyse bien tout ça pour être certain de ne pas financer deux fois la même chose. Désolé, en fait, moi je déteste en fait poser des questions sur mon cas particulier, mais voilà, je suis forcé quoi. Si par exemple moi je sollicite un aide de pays R&D, ok, pour développer quelque chose, d'accord? Et en parallèle, est-ce que je peux solliciter un aide comme ça ou comme vous avez dit, première usine pour développer la partie industrialisation de ces produits? En fait, c'est pas la même chose, donc. Oui, on est sur deux phases différentes. Par principe, pour pour la même étape d'un projet, normalement, une entreprise ne peut pas solliciter plusieurs guichets en parallèle. Parce que si ce sera un problème de notre part, mais s'il y a une mauvaise communication entre BPI et les services de l'État, que BPI vous attribue l'aide et que nous, on vous attribue l'aide, il y a un double financement des dépenses. Donc, c'est pour ça que c'est très regardé. Ça arrive, je ne pense pas que ça arrive parce que BPI est quand même assez rigoureux sur les aides qu'il donne. C'est très centralisé. Donc, on arrive toujours à avoir l'information. Maintenant, si vous avez sollicité une aide pour financer un prototypage et puis vous sollicitez une deuxième aide pour mettre en œuvre une première usine, une première unité de production, pour mettre en œuvre la première unité de production, il faudrait que le démonstrateur, qui est déjà le démonstrateur, qui soit terminé et que ça fonctionne. Et donc là, bon, c'est un peu au cas par cas, mais dans tous les cas, pour l'appel à projet France 2030 première usine, on vous demandera voilà on vous demandera où en est votre projet. Si vous êtes trop en amont, vous risquez de ne pas avoir l'appel à projet première usine. Par contre, si vous voyez que vous êtes bien avancé dans le programme de développement, là, vous pouvez solliciter la phase suivante, mais peut-être pas en parallèle pour deux phases différentes. Oui. Je suppose que toutes les aides de type subvention sont intégrables dans la règle des minimis européens? Non, Ah. pas dans le cadre de France 2030 régionalisé parce qu'on est sur le régime RDI. On n'est pas dans le cadre des minimis. Ok, bon à savoir, merci. Il y a RDI, en fonction des appels à projets, il y en a d'autres qui peuvent aussi entrer en vigueur, mais alors, dans le cahier des charges, c'est clairement indiqué le régime qui est concerné. Donc là, au moins, vous avez l'information. Après, effectivement, entre les différents régimes, RDI, RDI, PME, etc., je sais que BPI se casse la tête pour réussir à faire entrer les dépenses dans les différents, dans les différents types de régimes. Je pense que si vous sollicitez BPI, vous pouvez avoir un état sur quelle dépense a été rangée dans quel type de régime pour avoir un état des lieux.
Moi, mon niveau, je ne l'ai pas, mais BPI doit l'avoir. Mais voilà, en tout cas, c'est le régime de minimis souvent qui pose problème parce il y a une assiette quand même, je crois que c'est 200 000 euros, il me semble, ça doit être de cet ordre-là. Des fois, on est sur des appels à projets où vous pouvez avoir plusieurs centaines, voire des millions d'euros. Donc, effectivement, de minimis pose problème. Mais dans France 2030, voilà, il faut être certain de ça en regardant bien dans les appels à projets quand on candidate. Et j'ai pas vu de minimis dans les France 2030. Oui, BPI doit l'avoir parce que c'est BPI qui reçoit les dossiers d'instruction et qui consolide l'assiette des dépenses et donc BPI doit l'avoir. Il y avait une autre question? Oui. Oui, alors c'était pas sur cette slide-là, donc je voulais peut-être terminer si vous avez des éléments à donner. C'était sur la slide concernant les réalités immersives et sur la partie compétences. A priori, il y a un appui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus en détail sur ce volet-là, s'il vous plaît? Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Sur l'appui à la formation, sur l'appel à projet en réalité immersive. Vous avez parlé d'une aide compétence de 30 000 euros, je crois, tout à l'heure. Non, c'était sur la cyber. Ah, c'était sur la cyber. Ouais, c'était sur la cyber. Autant pour moi, merci. Alors, je ne l'ai pas regardé en détail, je l'ai vu passer en fait et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que pour le coup, ça peut vous être utile de savoir qu'il y a un appel à projet sur la cyber et que l'assiette des dépenses demandées est relativement faible. Par contre, si vous voulez me donner votre carte, je peux regarder et vous transmettre tout ce qu'il faut par mail. Voilà. Vous allez avoir les slides à la toute fin. Je vous ai mis tous les liens utiles, les personnes que vous pouvez contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Voilà, donc par rapport à France 2030, le grand plan national, par rapport à l'orientation sur démarche simplifiée, le France 2030 régionalisé, là, les 3 appels à projets avec des assiettes de dépenses moins conséquentes que France 2030 national, et puis les adresses mail de contact, sachant que si vous voulez me contacter directement, ouais, vous avez mes coordonnées sur cette slide-là, numéro de téléphone et adresse mail. Voilà, et je vais repasser la parole à Maurice pour le détail des dispositifs de la Banque de France. Oui, je vous parlais de ce programme de soutien aux startups, donc le dispositif correspondant startup. Notre souhait donc depuis 2020, c'est d'accompagner. Donc, on accompagne de jeunes startups dans leur recherche de solutions de financement. Je vais y revenir. C'est de côté, c'est-à-dire d'attribuer une cotation en tenant compte des spécificités en fait de ce modèle de croissance de type startup. Et c'est de soutenir, c'est-à-dire de développer aussi un réseau de soutien dans l'ensemble des territoires. Et c'est ce qu'on a fait souvent aussi en lien avec les acteurs de ces territoires. Village Baïséen, un exemple, une illustration, et pas mal aussi avec la French Tech. Alors, accompagner, vous savez, dans cette branche dont je vous parlais des métiers de service à l'économie, donc on peut accompagner, ou en tout cas on a vocation à accompagner des entrepreneurs. Je précise que la Banque de France ne finance pas. Donc vous venez nous voir, on ne finance pas, on ne contre-garantit pas, donc on ne va pas intervenir d'un point de vue financier. Par contre, on va avoir un regard extérieur, objectif, neutre. Et pratiquement, on est un des seuls acteurs, je pense, que vous pouvez venir voir sans qu'on ait rien à vous vendre, ce qui est assez intéressant. Comprenez bien qu'un entrepreneur, quand il va voir son banquier, il y a une asymétrie. C'est que la banque, en fait, elle a des financements, mais elle n'a pas beaucoup de temps, en fait. Il faut vraiment arriver au bon moment et être prêt à délivrer un discours. Ça, c'est des choses qu'on peut challenger. Donc, au niveau des startups qu'on a accompagnées depuis 2020 maintenant, environ un peu plus de 1500. On s'est aperçu que dans 70% des cas, on avait affaire à de jeunes sociétés en création. Donc, en fait, on est sur le POC, quelque part, enfin, le preuve du concept, qui est ici. On est précide. On est sur les questions de quand est-ce que je vais créer l'entreprise. Donc, on regarde si elle est accompagnée, là aussi, parce que c'est un vecteur de succès, si elle est passée par un incubateur ou non. Donc, on peut l'orienter vers un incubateur spécialisé, généraliste, qui sont des programmes qui sont en région. On va regarder, nous, notre ligne notre métrique, notre mindset, il fait que systématiquement, on fait référence au niveau de fonds propres qui va être mis en place parce qu'on sait très bien que c'est ce qui va être consommé par l'entreprise dans son développement et que c'est ce qui va l'arrêter si elle n'a pas suffisamment injecté de fonds propres.
par un mécanisme très simple qui est une publication de la perte de la moitié du capital social qui doit avoir lieu dans les 2 ans après la constatation, qui est une obligation légale et qui fait que ces informations extra-financières, puisque c'est publié au greffe du tribunal de commerce, elles rentrent dans nos bases de données, c'est un pipe d'informations, et ça déclenche une cotation, pour le coup, qui va être un vrai frein en fait, dans le développement de l'entreprise, puisque une cotation, c'est une information en fait qui est accessible aux banques, aux établissements de crédit. Et voilà. Donc dans ce programme, on explique ça à des entrepreneurs qui ne sont pas sensibilisés sur ces sujets. Donc on a aussi une vocation là-dessus d'éducation. On va même le déployer en faisant le lien avec un programme qu'on a développé à la Banque de France qui s'appelle EducFi. Donc vous l'avez ici. Alors c'est des messages simples, hein, mieux comprendre les sujets financiers, mieux décider. Donc ça, c'est ouvert à tous. On a même mis en place des passeports pour les collégiens en classe de 4e. On va le faire en classe de 3e. Donc là, mes collègues dans toutes les succursales à Nice comme ailleurs, mais je sais qu'ils sont très actifs sur ces sujets. On va voir des jeunes, des choses simples, hein, c'est quoi un budget, on parle de l'argent de poche, comment on gère. Alors après, on ne parle pas d'intérêt composé, mais enfin, c'est pas idiot de comprendre les mécanismes quand même. Mais voilà, c'est vraiment, on a un mandat national là-dessus, hein, pour l'éducation financière. Donc, regardez, il y a aussi des choses super intéressantes. Alors, on a fait de la gamification, enfin, on fait des jeux, pardon, qui sont aventure entrepreneur pour parler. Donc, c'est un peu comme un jeu de Monopoly, si vous voulez. Mais à la fin, vous faites le bilan. Faites le bilan avec des choix de gestion et puis finalement, ben, on peut même s'amuser à faire des petits ratios là. Ah ouais, mais alors du coup, je comprends que si j'avais pris cette décision, ça aurait fait ça. Voilà. Donc, et vous voyez les jeunes qui sont en train, et moins jeunes parce qu'on en fait jouer d'autres, voilà, mais qui voient et qui rentrent un petit peu dans la démarche d'analyse. Donc, ça, c'est l'éducation financière, ça, c'est l'accompagnement. Accompagner une startup, ça veut dire qu'on a un correspondant startup, donc pour Nice, pour le département des Alpes-Maritimes, c'est Lisbeth, que vous avez vu tout à l'heure, voilà, qui est notre correspondante régionale. On a un réseau de correspondants et que vous pouvez contacter. Je vous donnerai les liens tout à l'heure. On dit des choses simples, hein. C'est l'effet de levier, quand est-ce que je vais voir la banque, à quel moment BPI, c'est quoi un prêt d'honneur, comment je peux accéder à du financement non dilutif. Donc c'est tout ce qui va permettre de construire brique à brique ce mur du financement. On n'accompagne pas les startups qui sont sur des phases de levée de fonds, des séries, etc. Ce n'est pas notre métier et puis ils n'ont pas besoin de nous. Après, ils sont autonomes quoi. Quand on fait de la série A et autres, on est staffé pour faire ça. Donc on est très early là, dans ce sujet. Donc si vous voulez, dans le 25 000, là, on s'adresse plutôt aux 5 000 de base. Voilà. Et un peu plus tard, on regardera. Et voilà. Donc là, on est sur ces sujets qui sont ici de l'accompagnement. C'est une mission de service public. On l'a développé ça en partenariat notamment avec la French Tech dans le cadre d'un programme qui s'appelle French Tech Central, qui est un hub d'acteurs publics qui se sont regroupés avec la French Tech pour apporter des services modernisés et de proximité. En se disant en tant qu'administration, en tant qu'institution, on va redynamiser notre image un peu en disant qu'on est au contact des startups. Donc, ce n'est pas les start-upers qui vont à l'administration, c'est plutôt l'administration qui s'est mis ça. On a testé ça à Paris, à Station F, depuis 2017. Et puis, on s'est dit, OK, ça fait sens, on va le déployer. Et donc, là aussi, même pour vous, start-upers, entrepreneurs, vous pouvez accéder à ces acteurs publics en passant par la French Tech et par la plateforme French Tech Central. C'est un des programmes de soutien avec lequel on travaille en partenariat avec la French Tech. La cotation des startups, donc je vous en ai quand même dit un petit mot tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on cotait 300 000 bilans. Hein, on a un niveau de chiffre d'affaires qui est la clé d'entrée et qui correspond à l'essentiel des entreprises qui financent, qui se financent et qui utilisent de la dette au niveau national. Donc, on a fait un gros travail d'identification. On est parti sur une centaine de startups. Puis, on a regardé s'il n'y en avait pas d'autres, jusqu'à arriver. Là, je pense qu'on est à peu près à un petit pourcent d'entreprises. Ça continue de croître, c'est ce qui est intéressant quand même. Ça continue d'augmenter. Donc, je pense que c'est un levier. On est à 0,7. On y arrivera à 1% dans quelques temps, parce qu'on a des sociétés qui ont fait des levées de fonds importantes qui ne sont pas encore arrivées à nos seuils de chiffre d'affaires.
C'est pas parce que vous levez 100 millions d'euros que vous faites forcément 1 million d'euros de CA, quoi. On aurait tendance à dire tu lèves 100 millions, tu fais au moins 10. Non, non, c'est pas comme dans les entreprises où elle met 10 millions de dettes parce qu'elle fait 100 millions de chiffre d'affaires. Startup, ça fait 100 millions de levée de fonds. Au départ, il peut y avoir pratiquement zéro, quoi. Par contre, il y a une grosse volonté de transformer les choses. Donc, on a identifié ce petit pourcent. On a, sur 2500, la startup, on en a coté 2200. Et pour faire ce travail de cotation, donc je vous l'indiquais, on rencontre les entrepreneurs. En tout cas, on souhaite vraiment le faire. On prend contact avec eux, on leur explique la démarche. On a rencontré 60% d'entre eux, ce qui est un effort important, hein, au niveau national chez nous, pour mieux les analyser ici et tenir compte de ce programme. Et donc, on s'est dit qu'on avait affaire sur un modèle de croissance, qu'il fallait plutôt analyser la consommation de trésorerie que les éléments de rentabilité. Ce n'est pas parce qu'il y a des pertes que c'est compromis. Et donc, on est capable de mettre des cotations de bon niveau à des sociétés en perte, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas intuitivement évident. Je peux vous assurer que le plus gros, c'est pas de comprendre le mécanisme, mais c'est de se dire quand même, je mets une ligne de financement et derrière, il y a des pertes. Donc, on sent bien qu'on prend un risque. Et donc, il faut que les outils de la mesure de ce risque, on puisse les intégrer et qu'ils soient partagés, communiqués, etc. Donc, on a fait ça aussi. On ne le fait pas sans qu'il y ait un entretien, on ne le fait pas sans avoir un business plan, on ne le fait pas sans avoir déjà une bonne lecture de la trajectoire de l'entreprise et de l'atteinte de seuil de rentabilité. Est-ce que quand un établissement bancaire est sollicité pour un emprunt de la part d'une start-up, elle a accès à cette cotation-là ou elle a accès à la cotation standard des entreprises traditionnelles? En fait, c'est pas une question très bête, c'est très pertinent. En fait, l'accès à l'information financière, les informations qui sont liées à la cotation, les informations qui sont dans les fichiers de la Banque de France, qui est un fichier bancaire, donc c'est destiné aux banques. Un fichier bancaire, c'est une somme d'informations que nous collectons sur les entreprises. Donc, je vais vous dire qui y a accès et comment et ce qu'on a dedans. FIBEN, puisque c'est de ça dont il s'agit, ce fichier bancaire, c'est un fichier dans lequel on a donc les bilans de ces 300 000 entreprises, dans lequel on a les encours de financement des entreprises, mais pas que de ces 300 000, hein, de toutes les entreprises en fait, dans lequel on a des incidents de paiement qui peuvent être caractérisés sur les entreprises. Et cet ensemble d'informations, le crédit, les incidents de paiement, les niveaux de bilan, nous permettent de porter un jugement sur la qualité d'entreprise à honorer ses engagements financiers. Ça se traduit donc dans une cotation. Et je vous disais, avec une cote d'activité, une lettre qui dit niveau de tranche de chiffre d'affaires, une cote de crédit qui va de 1 à... Il y a 21 crans en fait, comme les agences de notation, parce que la Banque de France est une agence de notation. Voilà. Mais la particularité, c'est qu'elle ne facture pas cette notation parce que c'est au service du public. Et pour nous assurer que la qualité des crédits qui sont distribués participent à la stabilité financière. Donc c'est pour ça que c'est en cohérence là-dessus. Et c'est aussi pour ça que ceux qui ont accès à ces informations, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes dans le cadre de droit d'accès et de rectification. Et depuis donc quelques mois maintenant, avec la possibilité de consulter ces informations directement en ligne sur un espace dirigeant. Ça, vous pouvez consulter jour et nuit, H24. Un truc, c'est sécurisé. Ça vous donne accès pas que à votre cotation, ça vous donne accès à des indicateurs clés, une comparaison de secteurs. Alors, si on a un bilan, hein, si on n'a pas, on ne peut pas le faire, mais en tout cas, voilà. Vous avez également une boîte de dialogue avec la Banque de France. J'aimerais bien vous rencontrer, ce serait intéressant qu'on discute. Je voudrais porter à votre connaissance des éléments complémentaires au-delà de seuls éléments chiffrés. Voilà, donc on a des outils également complémentaires qu'on peut retrouver là-dedans. Un outil qui s'appelle Opal aussi, qui est de l'analyse comparaison sectorielle quand c'est possible. Donc l'entrepreneur y a accès. D'autre part, les banques y ont accès, banques et établissements de crédit, et les assureurs crédit. Donc je suis une banque. Vous venez me voir à mon guichet pour un financement. À un moment ou un autre dans le processus, je regarderai les informations
de la Banque de France. Ce n'est pas ce qui va faire que je décide oui ou non, mais c'est une information parmi d'autres. Donc là, à la limite, dans ce processus de décision, vous pouvez avoir une action, c'est-à-dire que vous pouvez décider quand vous allez voir votre banque et que vous donnez une explication en disant oui, mais je n'ai pas une cotation, mais parce que, donc vous donnez des raisons. Ces raisons-là, vous pouvez nous les donner aussi, puisqu'on attribue une cotation de l'entreprise et pas nécessairement du bilan de l'entreprise. C'est subtil, mais enfin, ce n'est pas la même chose. Quand on n'a pas d'informations, ben, on part du bilan. Et quand on en a, on intègre des éléments extra-financiers, ce qu'on appelle une cotation chez nous à dire d'expert. Voilà. C'est pas un Alors, c'est un processus qui est quand même rodé, bien sûr, mais c'est qu'un processus dans lequel il y a une valeur homme très importante. Donc, ces informations, il faut comprendre qu'en tant que dirigeant, vous y avez accès, que le banquier y a aussi accès, les assureurs crédits également. Donc, quand vous sollicitez un financement, c'est bien de regarder quelle est la cotation, parce que ça peut influer dans un sens ou dans l'autre. Mais ça peut être intéressant de savoir aussi quelle est votre cotation, parce que dans le cadre de l'assurance crédit, pour le coup, on va s'intéresser à votre surface financière à vous. C'est-à-dire, je veux travailler avec vous et donc je me garantis contre un risque de défaut de votre part. Et donc, je demande à un assureur crédit de mettre en place une ligne. Et ça, vous ne le savez pas. Et comme l'assureur crédit a accès à votre cotation, possiblement, ça peut être un élément qui peut freiner le développement commercial sous fois-ci d'une entreprise. C'est pour ça que quand nous, on est dans ces programmes de cotation, qu'on va voir les scale-up, on sait qu'elles sont en train de se développer. Et on sait qu'une des fragilités de ces scale-up, c'est un risque, c'est la confiance qu'elles ont à pouvoir délivrer. Voilà. Donc, on leur explique ça. Qu'il n'y ait pas ce petit frein qui soit, qui puisse éventuellement, en tout cas, qui puisse objectiver leur situation. Je me permets juste de compléter, Maurice, sur Oui. un point, peut-être pour répondre à une partie de votre question. Il n'y a pas deux cotations, il n'y a pas une cotation startup et une cotation traditionnelle pour une même entreprise, il n'y en a qu'une seule. Donc celle qui est diffusée, c'est bien la cotation startup, avec l'analyse qui prend en compte le modèle économique particulier de la startup. Elle n'a qu'une seule cotation. C'est ce modèle-là qui est utilisé. Il n'y a pas de cotation pour une même entreprise. Et pour préciser, parce que sur cet événement, justement, gagne des points avec ton banquier, Elisabeth revient sur le détail de la construction de cette cotation. Et un des enjeux aussi qu'on aimerait traiter ensemble, c'est de ne pas subir passivement finalement cette cotation en disant bah, voilà, c'est comme ça. C'est effectivement d'être proactif et de venir parler comme un partenaire de là où on est, de la situation, de créer du lien. C'est vrai que souvent, quand la Banque de France vous contacte, vous dites voilà, j'ai dû faire un truc pas terrible. Ben non, en fait, vraiment, il faut changer ce paradigme et cette posture aussi. Travailler d'égal à égal et en tant que partenaire pour comprendre en fait les mécaniques qu'il y a derrière pour pouvoir utiliser aussi et influer et faire évoluer sa façon de travailler aussi sa stratégie financière pour traiter de ces sujets-là. Et c'est vrai on en parle trop peu finalement. Mais c'est des vrais leviers aussi de compréhension de ce qu'on peut mettre en place en tant que dirigeant dans la gestion de son entreprise. Alors, il pourra y avoir des questions donc non enregistrées sur le temps du cocktail. Certains d'entre vous ont déjà des rendez-vous avec nos intervenants, donc c'est super. C'est pas parce que vous n'avez pas eu rendez-vous aujourd'hui que vous ne pourrez pas l'avoir demain, donc n'hésitez pas effectivement ensuite, une fois que vous aurez dormi aussi sur toutes ces informations, à prendre contact auprès de nos interlocuteurs. Et on est bien sûr là aussi côté équipe village pour faire le lien si vous avez besoin. Tout ce que vous avez dit est très juste et merci Philippe oui, pour la précision. On tient compte des spécificités de ce modèle dans notre cotation, mais on n'a pas mis en place, une cotation spécifique. On tient compte des spécificités et pas une cotation spécifique. Et on a le même thermomètre de risque. Voilà, regardez ça. Non, mais c'est assez. Donc, c'est depuis. Ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans. Donc, on l'a testé à Station F, en fait, qui était un peu notre incubateur, quelque part, de ce programme, en partenariat avec la French Tech. Donc, et depuis 2020, on a progressivement étendu. Il y a eu 13 capitales. Maintenant, il y en a un peu plus. Il y en a 17. Donc, on a autant de correspondants. Un peu plus sur Paris, mais c'est aussi parce qu'il y a aussi un peu plus de startups, c'est tout. Et donc, voilà, on est arrivé à 2500 startups identifiées, cotées.
On en a accompagné 2000, un peu plus de 1500 désormais. On publie donc, je voulais présenter une étude annuelle sur la situation financière de ces entreprises. Ça fait déjà 3 ans, peut-être 4. On fait annuellement, ou on organise au moins annuellement au niveau national des tables rondes. On appelle ça le printemps des startups. Vous êtes les bienvenus à Paris. Il arrive qu'il ne pleuve pas aussi. Hein. Et cette année, on aura le plaisir d'accueillir la finale d'un événement qui est passé aussi en Côte d'Azur, qui s'appelle le Fun Truck. C'est un camion du financement qui se déplace et qui reçoit des startups qui viennent pitcher. Et donc le lauréat à Nice, Marseille, lauréat PACA, et donc les lauréats de chacune des régions, y compris la Réunion, sur les territoires ultramarins, on aura le plaisir de les accueillir pour la grande finale. Ce sera à Paris le 3 décembre prochain, et ce sera à Paris à la Banque de France. Donc voilà, on sera au contact. Je sais qu'on accueillera aussi les présidents des capitales French Tech, puis nos correspondants, les directeurs, etc. Donc on va faire un événement sympa. Voilà. Donc on travaille là-dessus et on prend plaisir à y travailler en plus. Voilà. Et puis je pense que ça vous aurez le PowerPoint. Donc si vous voulez sur nos études et sur le réseau des correspondants, vous y accédez en directement. Je pense que la valeur ajoutée, c'est d'avoir un interlocuteur. C'est de dire, OK, faudrait que je rencontre la Banque de France, mais qui, comment, c'est pas forcément évident. Par contre, de se dire, j'ai un interlocuteur, il est sensibilisé aux spécificités, et puis quand je vais lui parler de ma boîte et puis lui dire que je suis en perte, ça va pas le choquer, quoi. Voilà. On est devenus des spécialistes. En tout cas, on s'est approprié ce sujet, et la dynamique est tout à fait passionnante. Il me reste à vous remercier encore tous pour votre attention et vos questions. Je vous invite du coup à prolonger les échanges de façon peut-être un peu plus informelle sur la place du village. Merci à ceux qui étaient en ligne d'être restés jusqu'au bout. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi pour qu'on vous donne les slides, le support et puis le replay de cet événement-là. Merci.